Bon, bref, du coup, on attaque. On attaque si la vie n'a été qu'une sieste d'été, du coup, le chapitre suivant. Le couple qui m'a sans doute le plus fait rêver, celui formé par l'écrivain, peintre et compositeur Serge Rezvani, je crois que je ne connais pas, et par son épouse Danielle, dite Lula, a échappé à ce sort. Ils n'ont pas non plus eu d'enfants, de sorte que rien ne les a distraits de leur tête-à-tête. Cette absence de descendance relevait d'un choix arrêté et réfléchi. Un enfant, c'est une partie de nous qui est otage du social, expliquait Serge Rezvani en 2003. Et nous ne voulions rien donner de nous au social. C'est une vision des choses. Après leur rencontre à Paris en 1950, alors qu'ils étaient tous les deux très jeunes, elle avait 19 ans, lui 22, ils ont tiré le diable par la queue durant quelques années, d'abord dans des chambres de bonne et ensuite dans un appartement en bordure du périphérique. Puis un jour, lors d'un voyage dans le Var, ils ont découvert, perdu au fond d'un vallon du massif des Morts, une petite maison au mur d'un ocre délavé, flanquée d'un palmier, à laquelle on accédait par des jardins sculptés en terrasse. Son nom, la Béate. Le propriétaire les a pris en sympathie et a accepté de leur louer même s'ils n'avaient presque pas d'argent. Ils ont fini par s'y installer pour de bon et par pouvoir l'acheter. Dans ce lieu magique d'un raffinement extrême, même si les premières années ils n'avaient ni électricité ni eau courante, ils allaient chercher l'eau à la source toute proche, ils ont vécu un enchantement qui a duré 50 ans. Il m'est arrivé, certains soirs, alors que Daniel, tout en lisant, écoutait un quatuor de Beethoven, étendu parmi les coussins du divan de la grande pièce du rez-de-chaussée, la chatte sur les genoux et le chien couché tout de son long à ses pieds. Oui, il m'est arrivé souvent de sortir dans la nuit sous les palmes de la terrasse, pris soudain d'une sorte d'irrésistible sanglot de ce trop de bonheur, écrit Serge Rezvani dans le roman d'une maison. Par la fenêtre restée ouverte, je voyais l'amour de ma vie dans la belle lumière dorée des lampes à pétrole, et je souffrais, le cœur douloureusement étreint de la nostalgie d'un présent si délicat, si juste, dont la sublime beauté n'avait pu se former que pour demeurer suspendue dans l'éternel. Non, la mort ne pourra jamais nous atteindre ici. Non, jamais elle ne pourra anéantir une telle somme de sereine perfection. Dans les grains de beauté, il chante « Tu te ris des années, qu'importe les saisons, si la vie n'a été qu'une sieste d'été ». J'aime son œuvre aussi parce qu'elle apporte un démenti aux préjugés paresseux selon lequel les gens heureux n'ont pas d'histoire. Toutes les familles heureuses le sont de la même manière. Les familles malheureuses le sont chacune à leur façon, écrit par exemple Léon Tolstoï au début d'Anna Karénine. Cela résume un cliché très répandu, mais d'une fausseté flagrante, pour peu qu'on y réfléchisse une minute. Chez Serge Rezvani, le bonheur est une source de singularité, et de création, et de réflexion, éclatante. Alors encore une fois, on est sur un truc extrêmement bourgeois, quoi. Vraiment, salut Distrablou, vraiment bourgeois à donf, c'est-à-dire dans la nature, très isolé, dans une très belle maison, à deux, sans enfants. Peut-être que c'est ça qui me gêne, c'est que il y a une forme de bourgeoisie, bah là d'autant plus dans la description euh, d'une personne qui est en train de lire en écoutant un quatuor de Beethoven étendu parmi les coussins du divan de la grande pièce du rez-de-chaussée. Enfin, il y a vraiment ce truc où, pour moi, c'est une vie 19e. Effectivement, moi aussi, c'est une vie qui me fait un peu rêver, hein, mais c'est une vision hyper bourgeoise de la vie et de la joie. Et est-ce que ce livre, encore une fois, on ne va pas présager tout de suite, on n'en est qu'au prologue, mais est-ce que ce livre est vraiment une source de réflexion applicable par tous? Je suis pas sûre, en fait. Je suis pas sûre. En fait, je pense qu'on voit vraiment son modèle absolu de couple, la vie en autarcie à deux. Et j'entends, hein, mes persos, j'ai besoin d'autres interactions que celles que j'ai avec mon amoureux. Je me nourris différemment des autres. Il est beaucoup, mais il n'est pas tout. Mais oui. Et même moi qui suis très noyau et famille, je suis mise mal à l'aise par cette image bourgeoise. Oui, voilà. C'est super bourgeois. Oui, voilà, on en est là. On en est à la bourgeoisie. Salut Josh. Ils ont littéralement vécu d'amour et d'eau de source fraîche. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est cottagecore. Mais moi, j'aime beaucoup le cottagecore. Mais bon. Parfois, je me sens bourgeoise et parfois, je suis confrontée à ce genre de choses et je me dis que je suis plus bourgeoise que beaucoup. Mais c'est pas encore la bourgeoisie pour de vrai. Mais moi, je suis pas bourgeoise dans les faits. Je sais que j'ai pas une bourgeoisie de matériel, mais j'ai une bourgeoisie intellectuelle. Enfin, voilà, j'écoute, j'aime beaucoup. Enfin, ça, par exemple, ça me fait envie comme vie. J'aime écouter de la musique classique. je, je lis beaucoup. Je fais partie de ces gens qui disent ah mais moi un bon livre c'est trop bien quoi. Ça me fait m'évader. Enfin voilà. Je, j'ai des parents qui peuvent m'aider financièrement. J'ai un endroit à la campagne où me ressourcer chez mes parents si j'ai besoin. Je suis dans ce truc-là où je peux avoir des temps de réflexion. Je vais à l'opéra et au théâtre. Enfin, j'ai des discussions intellectuelles avec mes amis artistes. Enfin voilà, je veux dire, il y a une bourgeoisie de la... Enfin, il faut voir aussi, il y a une espèce de bourgeoisie intellectuelle qui est réelle et qui est pas la réalité
de tout le monde, du tout, quoi. Alors après, je dis pas attention, je suis loin de l'aristocratie intellectuelle, et je me considère pas comme une intellectuelle, mais le fait est que, euh, voilà, enfin, il y a une certaine bourgeoisie chez moi aussi, donc je peux comprendre sa vision des choses, mais je pense pas qu'elle s'applique, vraiment pas. J'adore le cottagecore, c'est un fantasme, une esthétique. Oui, chez nous on appelle ça les bouseux, mais oui, voilà. Oui, oui, non mais carrément, carrément. Cottagecore, par exemple, c'est la bourgeoisie du bougeux. Moi, j'en suis pas encore au cottagecore. Moi, je dis bouseux. Vraiment. Mais, mais je suis contente d'être une bouseuse. Mais ça fait partie de. Oui, ça fait partie du truc, quoi. Si on retranscrit ça à ma vie, avachi sur le canapé et récupérer à écouter tranquillement du punk rock au volume maximal. Mais oui, par exemple, ça aussi, c'est un peu. Il y a un côté bourgeois aussi. Une bourgeoisie bohème, c'est ça. À mon avis, le cottagecore, ça fait plus ou moins rêver sur le papier, mais dans la vraie vie, on se fait vite chier. Le gros patrimoine culturel, le petit patrimoine du porte-monnaie, les profs et les employés du milieu de la culture. Mais oui, c'est ça. En fait, c'est de la bourgeoisie de profs d'artistes plus ou moins désargentés, quoi. Mais j'assume complètement. Enfin, je fais partie de la catégorie d'artistes désargentés, mais quand même, mais artistes quand même. Et mes parents, je viens d'une famille de profs, donc oui, on fait partie d'une certaine bourgeoisie intellectuelle, à défaut d'être une bourgeoisie au niveau des moyens financiers. Bref, donc, c'est une vision très bourgeoise du monde, c'est sûr. Voilà, ça c'est une certitude. Salut Hildensen. C'est autant l'amour que la maison qui me fascine dans cette histoire. J'ai cité dans Chez soi les très belles lignes de Serge Rezvani sur les surprises de la répétition, sur l'intérêt merveilleux qu'on peut trouver à renouveler chaque jour des gestes et des rituels qui sont chargés de sens à nos yeux, en apprenant à apprécier leurs plus infimes variations, comme une palette qu'on élargit et enrichit sans cesse. J'en trouve un autre éloge chez la philosophe Séverine Auffray. Un accroissement continuel de jouissance nous vient de l'audition répétée d'une musique. La première audition n'emporte pas notre adhésion. C'est à la deuxième, à la troisième, à la suivante que le plaisir s'affirme, semblable à ce rythme propre du corps, tout de scansion, de répétition. Parcours d'un même espace, réitération d'un même geste. Cette demande qu'on fait dans le coït, comme le petit enfant qu'on berce, jette en l'air, soulève, balance, encore. Les mêmes dispositions légèrement monomaniaques inspirent mes tendances casanières et mon penchant pour l'exclusivité amoureuse. C'est le même goût d'une intimité sensuelle, le même pari d'une abondance cachée là où un regard superficiel ne voit que la monotonie, le même désir d'approfondissement infini, la même confiance dans des processus invisibles et mystérieux qui demandent seulement qu'on croie en leur existence, qu'on les laisse advenir, qu'on accepte de se laisser porter. L'écriture aussi, qui vous emmène toujours un peu ailleurs que là où vous croyez aller, qui fait surgir sous vos doigts une trame inattendue, m'a appris qu'on avait tort de redouter que les sources intérieures se tarissent, que ce soit dans un processus de création solitaire ou dans un dialogue amoureux et sensuel. Je... Encore une fois, bon, on va continuer un peu. On va essayer d'aller au moins jusqu'à la fin de ce chapitre-là. André Gorz et son épouse Dorine ont eux aussi passé leur vie ensemble sans jamais se lasser l'un de l'autre, et ont eux aussi fini par s'installer loin de Paris, dans un petit village de l'Aube. Ils s'y sont suicidés ensemble le 22 septembre 2007, après l'aggravation de la maladie dont souffrait Dorine. Nous aimerions chacun ne pas avoir à survivre à la mort de l'autre, écrivait Gorz l'année précédente. Nous nous sommes souvent dit que si par impossible nous avions une seconde vie, nous voudrions la passer ensemble. Eux aussi ont échappé à l'emploi salarié, avec les contraintes qu'il implique et l'arrachement à l'autre qu'il provoque, et eux non plus n'ont pas d'enfants. Dans ces deux couples de surcroît, les hommes ont été capables de partager et d'apprécier une intimité quotidienne avec une femme réelle, au lieu d'idolâtrer une icône lointaine. Je regrette néanmoins, et c'est un regret de taille, que seule leur activité créatrice à eux se soit développée, tandis que les femmes se bornaient à les soutenir. Leurs vocations se sont imposées comme évidentes, légitimes, impérieuses. Les compagnes sont restées muettes. Daniel Rezvani, comme Dorine Gorz, aimait la discrétion, l'ombre, mais ce sont trop souvent les femmes qui présentent ce trait de caractère pour qu'il puisse s'agir d'un hasard. Nous ne connaissons d'ailleurs ces histoires d'amour que parce que leurs protagonistes masculins les ont racontées. Serge Rezvani dans de nombreux et superbes livres, Les Années-Lumière, Les Années Lula, 1000 aujourd'hui, Le Testament amoureux, Le roman d'une maison, et André Gorz dans Lettre à D. Dorine Gorz, qui était cultivée, charismatique, a servi à son mari de documentaliste, de conseillère, d'interlocutrice, de relectrice. Daniel Rezvani, morte en 2004, a été une complice et une muse. Serge Rezvani m'a dit récemment qu'il avait conservé ses carnets et qu'il pensait les faire éditer un jour. Ayant été émerveillé par les quelques lignes que j'ai lues d'elle, j'espère ardemment qu'ils trouveront le chemin de la publication. Oui, oui, Zodri, je suis un peu d'accord. Le mythe de la province, oh là là, oulala, c'est la province. Merci beaucoup, Bibolo de Hobbit. Merci.
Je sais pas. Je sais pas à quel point elles aimaient ça, genre vraiment, et je sais pas trop ce qu'elle essaie de nous faire dire là-dedans, en nous disant qu'à la fin, peut-être que c'est pour se critiquer elle à la fin, pour dire que elle a un idéal de couple, mais que quelque part c'est un idéal dans lequel les femmes sont discrètes et se font discrètes et que c'est pas un hasard. En fait, comme d'habitude, je sais pas à quel point je sais là où elle veut en venir. Vous voyez ce que je veux dire? Pour échapper aux choses-trappes habituelles de l'amour, plutôt que de remettre en question le principe d'une relation exclusive, il me semble donc qu'on peut aussi chercher à ranger les conditions concrètes dans lesquelles elle se déroule, à changer, pardon, les conditions concrètes dans lesquelles elle se déroule. Ce qui m'amène à amender encore un peu plus le modèle des deux couples que je viens d'évoquer. Le choix du départ dans une retraite isolée me plaît pour ce qu'il dit de confiance dans la richesse du lien amoureux. Mais pour ma part, j'aurais besoin d'un lieu de vie assez central pour me permettre aussi de voir mes amis et d'en rencontrer de nouveaux. Ah, vous voyez, peut-être que c'est pour critiquer à la fin. Tac. Donc elle a besoin d'avoir ses amis. Et surtout, je ne crois pas que la cohabitation permanente fasse encore partie de mon idéal. Je l'ai beaucoup aimé, je chéris mes souvenirs de ces levées où j'étais d'une humeur de chien, je ne suis pas du matin, et où mon compagnon réussissait à me faire rire avec une blague bien placée. Des moments où on se serrait dans les bras l'un de l'autre en se préparant un café ou un thé dans la cuisine avant de partir travailler. Lorsque nous nous sommes séparés, je rêvais d'un paysage domestique, où tout ce que j'aurais sous les yeux m'appartiendrait, d'un appartement dans lequel j'aurais tout choisi, comme si j'avais besoin, après une si longue vie commune, de me rassembler, d'expérimenter qui j'étais sans lui. Je suis très satisfaite d'avoir réalisé ce désir, même si j'ai parfois aussi la nostalgie des rayonnages de bibliothèque où nos livres, nos photos et nos objets fétiches se mêlaient, des murs où nos affiches et nos cartes postales respectives se côtoyaient, de la fusion de nos deux univers, de l'atmosphère unique qui se dégageait de notre intérieur. Je suis heureuse que cela ait existé. Cela a duré assez longtemps pour se confondre avec la vie même, de sorte que, lorsque je m'aventure dans mon ancien quartier, et plus encore dans mon ancien appartement, qu'il occupe encore, j'ai l'impression d'être une âme revenant hanter les lieux de son existence terrestre. Bah dites donc. Peut-être qu'un jour j'aurai à nouveau envie de cohabiter, mais dans la façon dont je vois les choses actuellement, il me semble préférable que chacun ait son espace, qu'il s'agisse de deux logements séparés ou au moins de deux chambres dans le même logement. J'aime l'idée d'avoir la solitude pour état premier, de garder une base arrière, d'être avec l'autre pour quelques heures ou pour quelques jours, parce que je l'ai choisi, parce que nous le désirons tous les deux, et pas parce qu'il se trouve qu'il habite là lui aussi. J'aime l'idée de ne jamais subir sa présence et de ne jamais lui imposer la mienne. Je te souhaite rivée à mon cœur, mais je ne désire pas t'avoir sous le coude en permanence, écrivait Mary Wollstonecraft à son mari, le philosophe politique William Godwin. Ils louaient chacun un appartement. Ils se faisaient passer des notes par des messagers, s'arrangeaient des dîners et des rendez-vous tels deux adolescents, raconte Christina Nering. Toutefois, loin de rendre leur relation adolescente, cette distance choisie les maintenait intensément engagés l'un envers l'autre. Bon. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces couples mis en avant me mettent un peu mal à l'aise sur le choix réel de ces femmes vu qu'elles sont effacées. Ça me rappelle mon compagnon qui rêve du petit pavillon avec jardin, mais il aime pas le jardinage, pas les plantes, pas les insectes. Il serait bien plus heureux dans un appartement au centre-ville, mais ça rentre pas. Il en est conscient. C'est fou. C'est grave la domination masculine en vrai. Vivre isolé, être la muse de quelqu'un et peut-être sa boniche aussi. C'est un peu objectifiant, c'est même carrément objectifiant. Là, dans ces exemples-là, c'est pas objectifiant parce que les personnes sont dans une espèce de bulle d'artistes où visiblement tout est parfaitement joli et doux et voilà. Sauf que oui, dans la réalité, oui, c'est objectifiant et que la plupart du temps, quand un couple est isolé, il y a toujours une des deux personnes qui se retrouve pas mal objectifiée par l'autre. Enfin, toujours, je sais pas, j'ai pas de chiffres là sous les mains, mais quand même, c'est le risque qu'on a l'impression d'avoir finalement dans ces cas-là. Je pense qu'on a toute une dissonance entre l'image qu'on a des choses et comment c'est vraiment. J'adorerais avoir des carnets superbes et décorés, narrant mes voyages et mon quotidien avec délicatesse et humour, mais en vrai je fous de la colle partout, je rature et je les abandonne au bout de 3 jours. Tout à fait. Salut Rambo. Ça me parle beaucoup plus. C'est la daronne de Marie Shelley, je crois, une femme incroyable, mais j'en suis sûre. J'en suis sûre. Mais c'est vrai que oui, bon, jusque-là, j'ai du mal à voir où elle veut en venir, en fait, en décrivant autant son expérience à elle et son vécu à elle, et son ressenti à elle. Peut-être qu'elle veut juste poser les choses et dire à quel point c'est pas évident, même quand on est militant. C'est aussi une possibilité. Même choix pour Frida Kahlo et Diego Rivera. Durant la plus grande partie de leur mariage, ils ont vécu dans 2 maisons distinctes, bleu pour Kahlo, rose pour Rivera, reliés par un pont et séparés par des douzaines d'animaux en cage, d'arbres fruitiers et de parcelles de désert. La chroniqueuse britannique Grace Dent explique que, à ses yeux, la solution parfaite, celle qui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre, est de cohabiter 4 jours par semaine. Toute la vie humaine est là, le bavardage, les tâches domestiques, les réveils, les brossages de dents et la vie sociale partagée. Mais ensuite, pendant 3 jours, il y a le silence.
Et j'adore le silence. Vraiment, ça, c'est un truc que je peux comprendre très bien. Dans beaucoup de couples qui cohabitent, chacun se réjouit des absences de l'autre, parce qu'elles sont l'occasion d'une orgie de liberté et de tranquillité. C'est un peu triste, et cela dit bien le manque de solitude dévorant qui constitue leur ordinaire. Il me semble aussi que le fait d'avoir un territoire personnel matérialise l'espace mental, intérieur, la place que l'on s'accorde. Cela évite les guerres qui peuvent se livrer de manière plus ou moins sourde dans les logements communs pour déterminer, par exemple, qui occupera le seul bureau disponible. Cela peut aussi empêcher ces agencements venus du fond de notre inconscient, ces manières d'interagir spontanées, viscérales, qui installent des modes de fonctionnement, des réflexes impossibles à déraciner par la suite, et nocifs tant pour le couple que pour les individus qui le composent, par le rabougrissement de l'identité qu'ils provoquent. Cela peut enfin permettre de déjouer le piège que résume cette cruelle formule de Nancy Huston : « Deux êtres qui s'aiment n'en forment qu'un. » Lequel ? Ou cette remarque de Rainer Maria Rilke : « Quand deux personnes renoncent à elles-mêmes dans le but de se rapprocher l'une de l'autre, il n'y a plus aucun sol sous leurs pieds. Et leur vie commune est une chute continuelle. » Donc, on est encore sur une base de richesse, mais bon, on est aussi sur une base de « Ah, finalement, la vie à deux est un naufrage. » Ça part un peu dans tous les sens, ce prologue. Ça va s'éclaircir, je suis sûre que ça va s'éclaircir. On me dira que cela coûte cher, et c'est vrai. Ah, elle a tout prévenu. Vous voyez, elle savait que vous alliez dire ça. On me dira que cela coûte cher, et c'est vrai, c'est aussi moins écologique. Mais il arrive que cette objection émane de gens qui auraient les moyens de conserver des logements séparés, et que ce soit le conformisme qui parle à travers elle. Ils pourraient décider qu'une histoire d'amour n'est pas un moyen de faire des économies, surtout s'ils n'ont pas le désir profond de cohabiter et si cela doit aboutir à abîmer la relation. Plus largement, la moindre des choses serait que nos revenus à tous soient conçus de façon à nous permettre de vivre de façon indépendante. Bon, ça, est-ce qu'on peut vraiment contredire ça, je ne suis pas sûre. Dans La fin de l'amour, Eva Illouz dit son impression de voir se multiplier aujourd'hui les liens négatifs, c'est-à-dire le refus ou l'incapacité de nouer des relations durables. Parmi les signes qui, selon elle, en témoignent, elle cite la forte augmentation au cours des 2 dernières décennies des ménages composés d'une seule personne. Or, c'est une erreur d'assimiler cohabitation et engagement, comme elle le fait là de manière implicite. Bien sûr, on peut chérir et vénérer la personne avec qui l'on vit, de même qu'on peut habiter seul et être un ou une psychopathe à l'âme froide. Mais on peut aussi habiter seul et être éperdument, passionnément engagé à l'égard de quelqu'un, de même qu'on peut vivre en couple par confort, par paresse, par conformisme, parce qu'on n'a pas les moyens ou pas le courage de déménager. Être captif, ce n'est pas être engagé. Alors là, déjà, on commence un peu plus... un tout petit peu plus à aborder un truc plus militant, je trouve, sur la dépendance financière notamment, qui était, moi je pensais sincèrement, le premier truc qu'elle allait évoquer en fait, avant même le côté amoureux, etc. À nouveau, on a ce truc de se dire à qui s'adresse ce livre. Est-ce qu'il fallait quand même choper un peu les personnes qui ont acheté ce livre dans un but de développement personnel, à nouveau, hein, et avoir le petit mot de l'autrice qui dit sa vision de l'amour, ce qu'elle aime dans l'amour, ce qui, à son avis, marche ou pas. Peut-être. Mais c'est vrai que là, on commence seulement à aborder le côté militant du truc avec la dépendance financière et le fait d'avoir une charge mentale et une charge dans le couple qui se relie quelque part à cette dépendance financière qu'on peut avoir, pas forcément avec la personne avec qui on est, mais globalement avec le couple qu'on forme avec la personne avec qui on est. Mais à ce compte-là, on pourrait faire un rapprochement entre Marie-Antoinette et Louis XVI. Elle avait son petit domaine pas loin, au vert, avec une petite ferme, et même le roi, son mari, ne pouvait y aller sans être invité par certains qu'il y avait de l'amour entre eux, mais sur les chroniqueurs de l'époque, ils n'étaient pas avares de démonstration d'affection. Oui, le fait de prendre de la distance, de toute façon, c'est toujours bien, enfin, je pense, mais encore une fois, il faut avoir quand même les moyens, quoi qu'elle en dise, il faut avoir les moyens. Et si on vit seul et qu'on n'est pas dévoué à quelqu'un, on est forcément une psychopathe, c'est pas pour une amie. Visiblement, oui, t'as pas d'alternative. Pas d'alternative. Si t'as pas de dévotion profonde. Si, mais je pense que si. Mais encore une fois, c'est maladroitement dit. Voilà. En 1975, le sociologue américain Joseph Harris avait comparé le mode de vie de 247 hommes gays de la ville de Détroit, tous dans une relation stable depuis au moins 1 an, avec celui de couples hétérosexuels. Alors que ces derniers partageaient quasiment tous un logement, ce n'était le cas que de 3/4 des couples gays. Pour le dernier quart, conserver des résidences séparées permettait d'éviter les questions de l'entourage. Le sociologue n'avait pas noté de différence dans le degré d'engagement mutuel de ces couples par rapport à ceux qui cohabitaient.
Cet arrangement, résume la journaliste Julia Sklar, n'était pas un obstacle à la force de ses relations, et expliquait peut-être même pourquoi elle parvenait à durer en dépit de l'oppression sociale et de la pression financière que cela impliquait de payer 2 logements. Même si nombre d'entre eux auraient sans doute aimé pouvoir cohabiter et vivre ensemble au grand jour, les gays et les lesbiennes, comme les couples clandestins de toute orientation sexuelle, ont démontré de longue date qu'un lien amoureux ne se donnait pas forcément à voir dans la composition d'un foyer. Alors un lien amoureux, non, mais un lien parfois de confiance et de... Ça peut. C'est... Je sais pas. Et en plus, je trouve que le rapport est pas évident parce que oui, comme tu le dis, Strablou, c'est de la survie du coup. Salut Zangdar. C'est pas tout à fait pareil quoi dans ces cas-là. Et en plus, elle le dit elle-même, donc je sais pas bien ce qu'elle veut dire à part que oui, on peut habiter loin, on peut avoir des relations à distance et s'aimer. Mais ça, bon, oui. La seule façon de préserver l'amour dans la condition extatique que lui vaut de bénéficier d'une appellation spécifique, sinon ce sentiment relève du désir ou de l'amitié, la seule façon, disais-je, de préserver l'amour est de maintenir la distance, martelait en 1907 la théoricienne anarchiste Voltairine de Cleyre. Elle pensait que, pour que la vie puisse croître, il faut que les hommes et les femmes restent des personnalités séparées. Elle avait été affligée d'entendre un jour un syndicaliste lui déclarer que, s'il n'était pas marié, il vivrait comme un vagabond et un ivrogne. Elle ne comprenait pas comment il pouvait admettre sans honte une telle incapacité à prendre soin de lui-même, à se nourrir et à se vêtir. Il lui paraissait essentiel que chacun veille à rester une personne entière. Je repensais à Voltairine de Cleyre au printemps 2020. Toute ma vie, et même après avoir recommencé à habiter seule il y a quelques années, je m'étais arrangée pour ne jamais faire la cuisine, vivant de grignotage entre 2 repas au restaurant ou 2 commandes à emporter. Puis est arrivé le premier confinement de 2020, encore lui. Soit je me condamnais à 2 mois de nourriture insipide, dans un contexte où bien manger était l'un des rares fils susceptibles de vous rattacher à la vie autrement qu'à travers un écran, soit je m'y mettais. J'ai découvert que j'étais capable de me procurer moi-même du plaisir avec ce que je cuisinais, une sorte d'auto-érotisme gustatif. Mon ex-compagnon m'a indiqué des sites de recettes, il m'a donné des conseils. Au fil des jours, je lui ai envoyé une photo de chaque nouveau plat que je réalisais, et j'ai savouré ses compliments avec une fatuité assumée. Si nous vivions encore ensemble, je me serais contentée de manger les repas qu'il m'aurait préparés. Et ça aurait été dommage. Vraiment, bourgeoisie sur 20. Mais je pense que ça ne la rend pas sympathique, ce début, ce prologue. Je sais pas. Je sais pas, elle me semble... Oh là là, attends, vraiment, tu vois la bourgeoise dans son appart, dans ses nombreux appartes parisiens, en train de dire vous savez, il y a peu de temps, j'ai appris que je pouvais cuisiner moi-même plutôt que de laisser des restaurants faire, et c'est fou comme j'ai apprécié le fait de cuisiner moi-même. Oh là là, c'est loin de nous, en fait. Même moi, où je me considère un peu comme faisant de... Merci beaucoup, 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 Caridi. Merci beaucoup. Et merci, Kitty. N'oubliez pas de donner de la moula si vous pouvez. Merci de rappeler ça. Merci beaucoup, beaucoup, Caridi. Grignotage entre 2 déjeuners au restaurant, alerte droite. C'est ça. Alors, je sais pas pourquoi il y a normalement une petite animation qui s'affiche et qui là ne s'est pas affichée. Mais il y a plein de trucs qui ne s'affichent plus. Hein. Voilà, je vous le dis. On est sur une base de plein de trucs qui ne s'affichent plus. Ah, mais si, regardez. Non. Si. Oui. Alors... c'est pour ça, voilà, tac, ça se réaffiche. Alors ça se réaffiche n'importe comment, puisque ça met sub 0. Donc ça fait comme si j'avais plus rien comme abonnement, donc ça bug clairement, mais tac, ça s'est réaffiché. Peut-être que ça se réaffichera quand vous vous réabonnerez, on ne sait pas. Abonnez-vous, comme ça on verra. Merci beaucoup en tout cas, Caridi, tu vas me permettre de manger un peu, et ça fait plaisir. C'est vraiment classe intellectuelle parisienne centrée. Mais oui, c'est ça, en fait. Même moi qui assume le fait d'être dans une espèce de petite bourgeoisie intellectuelle, pas financière encore une fois, mais intellectuelle, là, même moi, là, je me dis quand même, meuf. Là, c'est dur. Là, c'est dur, quoi. Je sais pas si je la trouve sympathique. En vrai, je me fais la réflexion en lisant Chez soi une odyssée domestique. On a des vécus qui sont pas les mêmes, et elle entre... pour moi, dans les féministes blanches bourgeoises qui monopolisent beaucoup la parole en ce moment. Eh ben, je suis en train de me dire ça. Je suis vraiment en train de me dire ça. Ravie de remplir le frigo, merci Caridi. Écoutez, attendez, elle va aborder les enfants après. Voilà. Et je suis pourtant une féministe blanche à l'aise financièrement. Mais oui, mais on peut l'être et se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Mais pareil, je suis doctorante en urbanisme, et là je me dis, mais c'est quoi ces vies? C'est ça.
Problème de riche, comme on dit. Il manquerait plus qu'elle finisse ses phrases par n'est-ce pas. C'est ça. Bon, les enfants. Reste la question des enfants. Que faire de ceux qu'on a choisi d'avoir ensemble si on ne souhaite pas cohabiter? Ça, c'est une bonne question. Voltairine de Cleyre n'est pas une grande fan de la procréation. Nous ne sommes plus obligés d'agir aveuglément, de chercher sans cesse à propager l'espèce pour fournir à l'humanité des chasseurs, des pêcheurs, des bergers, des agriculteurs et des éleveurs. Et on devine qu'elle s'irrite un peu de devoir régler ce genre de détails. Elle estime qu'un enfant peut être élevé aussi bien dans un foyer, dans 2 foyers ou dans une communauté. N'importe lequel de ces cadres lui paraît plus bénéfique et plus stimulant que celui du couple. Elle admet finalement n'avoir aucune solution satisfaisante à offrir aux différentes questions que pose l'éducation des enfants. Mais, ajoute-t-elle avec malice, les partisans du mariage sont dans le même cas que moi. Peut-être faudrait-il généraliser, pour tous les parents qui ne veulent pas ou plus partager un logement, le système inventé après leur séparation par les acteurs Roman Boringer et Philippe Rebaud, qu'ils ont mis en scène en 2018 dans leur délicieux film L'amour flou. 2 appartements indépendants qui communiquent par la chambre des enfants. Nous avons acheté un étage d'immeuble, n'est-ce pas, et nous avons simplement partagé les 2 appartements par la chambre des enfants. Mais n'est-ce pas délicieux? C'est délicieux. Il me semble que c'est délicieux, en tout cas. N'hésitez pas à faire de même. Les pauvres. Dans les couples hétérosexuels, c'est pour les... Ah d'accord, donc c'est fini. C'est fini la question des enfants. Dans le prologue, on va le voir après. Dans les couples hétérosexuels, c'est pour les femmes que le principe des résidences séparées est le plus intéressant. Je crois que la question qui se pose à travers le couple et la cohabitation est celle du territoire, écrivait Evelyne Le Garrec en 1979. Que la femme gagne ou non sa vie, fasse ou non des études, accède ou non à des professions valorisantes, la règle pour elle est toujours le partage d'un territoire, une dépossession totale des moyens d'exister par elle-même dans l'espace. Elle voyait le foyer conjugal comme un maillon social problématique, obsolète. La cohabitation institutionnalisée d'un couple sur un même territoire affaiblit à la fois l'individu et la collectivité. Du moins la collectivité comprise comme un rassemblement volontaire d'individus libres et autonomes qui la construisent et la maîtrisent. Il me semble qu'une humanité adulte fonctionnerait sur le double mode de l'individuel et du collectif, l'un renforçant l'autre. Le couple apparaît comme un refuge clos contre la peur d'être confronté à son propre vide et au vide d'une collectivité contraignante. Mais elle savait que le sujet était sensible. En février 1978, le programme commun des femmes, élaboré par Choisir la cause des femmes, l'organisation fondée par Gisèle Halimi, avait suscité une bronca en raison d'une seule phrase. Si le but à viser est la suppression de la famille patriarcale, peut-être sera-t-il nécessaire, pour atteindre ce but, de supprimer la cohabitation du couple pendant au moins une génération. Un éditorial du Monde du 12 février 1978 dénonçait la haine, voilà ce qu'exprime chaque page de ce singulier programme commun proposé aux femmes. Suivez l'inévitable point tu dessertes ta cause, familier aujourd'hui encore à toutes les féministes. Les auteurs de ce brûlot discréditent bien plus qu'elles ne la servent la cause qu'elles prétendent défendre, etc. Oui. Oui. Encore une fois, je trouve que pour l'instant, ce prologue calque encore plus les discours, les ancre, je dirais même ça. Ça ancre encore plus les discours du « mais quelque part, le féminisme, c'est pour les bourgeois ». Et c'est une réflexion qu'on a eue hier dans la revue de presse avec quelqu'un dans le chat qui avait dit « ouais, mais vous travaillez ou pas ?» Parce que si vous travaillez, vous sauriez que si vous portiez en gros des sacs de sable de 20 kilos sur le dos toute la journée, vous auriez plus le temps pour penser à des trucs aussi futiles. Et alors que, de base, c'est une réflexion qui est, encore une fois, qui sort du cadre militant, féministe particulièrement, pour avoir finalement un cadre qui est plus global dans la société, comment réinventer l'amour et le couple hétéro, etc. etc. Là, ça l'ancre dans un truc de « eh bien écoutez, vous pouvez toujours avoir 2 appartements » ou alors « regardez, moi je me suis découverte complètement quand j'ai commencé à me dire que je n'allais plus acheter des plats au restaurant et que j'allais commencer à cuisiner moi-même pendant le confinement. J'y ai été obligée et j'étais très fière. Mon mari aussi était très fier. » Je pense que ça ancre encore plus ce truc-là, alors que la réflexion de base autour de l'hétérosexualité, du couple hétérosexuel, du couple tout court dans une société comme la nôtre en sans cesse développement, c'est quelque chose qu'il faut aborder, mais qu'il faut aborder dans toute sa complexité, c'est-à-dire avec aussi les ressources dont disposent
80% des gens autour, c'est-à-dire pas un truc très, mais déjà même très bourgeois parisien aussi, parce que dans plein d'autres villes, pour manger tous les jours en dehors de chez toi, bon, t'as intérêt à avoir un abonnement Deliveroo parce qu'il n'y a pas grand-chose forcément autour. Enfin, je veux dire, c'est très centré sur une certaine catégorie de personnes et du coup ça donne l'impression que le livre est pour elles et eux essentiellement et pas forcément pour nous. Enfin, sinon moi je vais proposer un truc de fou. Attention, vous êtes prêts, chacun vit comme il veut. Si vous voulez habiter ensemble, faites-le. Si vous voulez pas, le faites pas. Si vous pouvez habiter ensemble aussi. Mais oui, on est bien d'accord que faire ce qu'on veut, c'est chouette aussi. Acheter deux caves côte à côte, les pauvres. Mais c'est aussi une communauté en partie contraignante qui nous oblige à nous adapter, à évoluer notre mode de pensée, non? Oui, tu veux dire la communauté. Quelle communauté? Est-ce que tu as déjà lu le sommaire pour voir le fil de développement de sa pensée? J'ai peut-être loupé, désolé. Oui, on a déjà lu le. Alors, c'est pas le sommaire qu'on a lu, c'est son plan. Et normalement, elle est censée évoluer petit à petit vers un truc plus politique. Mais bon, c'est simple d'éviter les problèmes quand on possède l'argent. Hein, voilà. Salut Aïna Lala. On est d'accord, mais avant de pouvoir faire ça, autant explorer un peu les modes de vie possibles, sinon on va juste rien changer à la société actuelle parce que tout le monde va faire ce qu'elles savent ou ont vu. Mais oui, c'est ça, explorer, et après ça n'engage à rien. Effectivement, mais il faut avoir les moyens. Puis bon, vivre aussi près du père de son enfant, c'est pas possible pour les couples abusifs avec des hommes violents ou juste ça laisse maman bobonne à côté en cas de problème. Ça résout toujours pas le problème de l'implication des hommes dans les relations familiales et amoureuses. En tout cas, ça les remet pas en cause, ça les remet pas en question et ça les remet pas en réflexion sur le tapis, quoi. Donc même quand on a de l'argent, c'est pas la solution systématique, tout à fait. Alors je peux faire une remarque, je suis née au Maroc et grandi là-bas, et j'ai énormément parlé avec les femmes qui sont femmes de ménage, etc., et donc vivent des vies précaires de leurs droits, et elles en veulent plus parce que c'est elles qui travaillent et ramènent l'argent à la maison en grande majorité, et elles ont le temps de penser sur leurs conditions et d'en vouloir plus des droits. Mais complètement, complètement. Y a je dirais qu'il y a une espèce... Mais c'est ce que je disais hier dans le live, finalement, dans la revue de presse. Il y a ce truc de dire, ben, les ouvriers, au moins, ils pensent au vrai truc parce qu'ils n'ont pas le temps de penser à autre chose ou je sais pas quoi. C'est une image, c'est même un cliché terrible et qui très souvent maintient les gens dans une espèce d'ignorance tranquille dans lesquelles on peut les manipuler un peu comme on veut. Donc oui, tout à fait. Tout à fait. Salut James, oui, je vais bien et merci pour mon nez brillant. C'est gentil. Bonjour Marc. Merci Emmanuel de toujours essayer de faire vivre ce conseil de Love Coach qu'on a vu tous ensemble. C'est beau, merci beaucoup. Donc, la non-cohabitation a l'avantage de régler la question de la répartition des tâches domestiques en la supprimant. Après, t'es bien obligé de faire tes tâches domestiques à toi. Quand vous ne partagez pas votre logement avec un homme, commente la psychologue Bella Depolo, vous ne vous sentez pas tenu de faire la vaisselle ou de ramasser ses chaussettes. Évidemment, vous pouvez aussi ne pas vous sentir tenu de le faire en vivant avec lui, mais c'est un peu plus facile de résister quand c'est son évier et sa vaisselle. Les résidences séparées court-circuitent le couple et la famille comme dispositif d'exploitation de la force de travail des femmes. Je ne reviendrai que brièvement ici sur ce sujet que j'ai déjà traité ailleurs. Mais du coup, le fait de ne plus mettre en commun... Parce que là, c'est présenté dans un cadre de couple hétérosexuel dans lequel la femme ferait tout, ce qui est malheureusement assez souvent le cas. Mais le fait est qu'il y a aussi énormément de couples hétéros. Là, quand elle disait réinventer l'amour et repenser le couple hétéro, elle disait aussi que du coup, quelque part, en vivant séparés, on était libérés, même s'il y avait énormément de couples évolués, avec plein de guillemets, dans lesquels il n'y avait pas réellement une emprise de l'un sur l'autre. Toutefois, le principe aussi d'un couple dans lequel il n'y a pas une emprise de l'un sur l'autre, c'est aussi un partage des tâches et un partage de la vie quotidienne. C'est aussi le fait de se dire que l'autre sera là quand vous ne pourrez pas faire certains trucs. C'est s'alléger à certains moments de certaines tâches en se disant on est en collaboration avec l'autre. Et voilà, je trouve que le fait de mettre en avant le fait qu'il n'y aura pas de répartition de tâches domestiques, effectivement, puisqu'il n'y a plus de répartition de tâches domestiques, puisque chacun fait ses propres tâches domestiques, c'est un peu un faux bon argument, parce que pour certains, ça veut dire faire 2 fois plus de tâches domestiques puisque on ne peut plus les partager. Est-ce qu'il ne faut pas dans ces cas-là plus se pencher sur comment est-ce qu'on fait pour répartir toutes ces tâches équitablement dans un couple plutôt que de se dire on va faire chacun les tâches à temps plein, chacun de notre côté. Je suis un peu dubitative là-dessus.
un petit peu dubitative là-dessus. Le dialogue et la pose de limite dans un couple est tellement inconcevable au point de préférer pratiquer le chacun sa merde, mais ça donne cette impression-là. Je pense que c'est pas ce qu'elle veut dire, mais ça donne cette impression-là. Salut Ophania, elle se fait plaisir de te voir là. Le problème étant que ça nécessite pour les deux d'avoir un salaire suffisant pour vivre. Oui, bah on retombe sur les mêmes trucs, hein, bien sûr. C'est ce que je disais, elle traite pas vraiment les problèmes, elle les évacue en mobilisant des ressources souvent monétaires. Moi, mon mec, je ramasse pas ses chaussettes, il laisse tout près de son côté du lit. Par contre, le vendredi, je ne veux plus le voir qui traîne. C'est une solution. Alors moi, à savoir que c'est plus moi qui ramasse pas mes chaussettes et qui laisse tout traîner de mon côté du lit. Mais salut Schninkel. Donc du coup la solution d'après elle c'est de vivre séparément et pas d'apprendre au mec à faire la moitié du boulot selon les handicaps de chacun. Je trouve ça irresponsable en faisant encore poser la pression sur les femmes et très centré sur les personnes valides. Alors justement, Nurkwa, tu fais très bien d'en parler, j'allais le dire, ça met beaucoup l'accent aussi sur le fait que tout le monde est valide. Voilà, on est vraiment dans un schéma de couple dans lequel c'est un couple traditionnel et traditionnel dans le sens voilà à deux, tout ça, bien dans les clous et tout le monde est valide. Oui, oui, effectivement. Si tu n'arrives pas à répartir les tâches, ça fait flipper pour gérer l'éducation d'enfants aussi. Oui, aussi. Aussi. Laisser traîner les fringues indûment, c'est mon péché dans mon couple. Je comprends. Salut Armel. Moi, je ramasse pas les chaussettes, j'ai une femme de ménage parce que je suis riche. Je comprends. Je comprends. Pas besoin d'être participatif à des groupes de soutien, etc. pour être féministe, mais juste de parler déjà sans tabou de la condition de la femme dans ce genre de pays, de voir que les Marocaines se valorisent et s'imposent de plus en plus déjà chez elles, bah ça éduque les prochaines générations et ça change les mentalités. En effet, mon homme laisse traîner ses vêtements sales de son côté du lit. Quand son armoire est vide, il ramasse tout et lance sa machine linge. C'est une possibilité aussi. Salut des Matosan. Donc, bon, bref, ok. On est sur le principe de si on vit séparés, on est chacun à sa force de travail dans son appartement et n'a pas à sacrifier sa force de travail dans l'appartement de l'autre. C'est une solution. Mais il arrive aussi que les hommes trouvent tout à fait naturels les avantages que leur procure la cohabitation, ce qui immanquablement sème le doute. Cette exploitation est-elle une conséquence fortuite de la vie commune ou est-elle sa raison d'être ? Sur le compte Instagram Ta pensée à, consacré à la charge mentale et tenu par Colline Charpentier, une femme raconte que quand, après 15 ans passés à courir non-stop pour tout gérer seule, elle a parlé divorce, son mari lui a répondu « Je vais devoir prendre une femme de ménage ». Quelle horreur. Et dans l'étude de la sociologue Marie-Carmen Garcia sur les couples illégitimes, on tombe sur ce petit fait révélateur. Les hommes mariés qu'elle a interrogés au début des années 2010, et pas dans les années 50, estimaient que leurs maîtresses célibataires avaient la belle vie, qu'elles étaient libres, car dispensées du service domestique que leur fournissaient leurs épouses. Mais c'est d'une tristesse. Mais encore une fois, dans ces personnes-là là, qui vivent à deux, alors ça peut être des personnes effectivement qui sont mariées il y a très longtemps, ou il y a longtemps, ou ça peut être la génération boomer aussi, mais pas que la génération boomer, on est bien d'accord. Qui a ça très très ancré. Les générations nouvelles peuvent amener ça aussi. Encore une fois, je ne critique pas du tout ça, vraiment. C'est carrément possible. Et c'est à mon avis très courant. Mais, mais, euh, mais je suis pas certaine que pour ces couples-là, la solution, ce serait de vivre chacun séparément. Je ne suis pas certaine que ce soit la solution parce que dans un schéma ancré comme ça, de toute façon, il n'y a rien qui dit que l'homme de ce genre de couple-là ne demande pas à sa nana de faire des trucs dans son appartement. Voire même, il n'y a rien qui dit que la nana ne va pas faire d'elle-même les trucs dans l'appartement du mec parce qu'elle trouve que c'est sale et que ma foi c'est son rôle. Pareil encore une fois pour les enfants, genre si vraiment il y a un côté on vit chacun dans notre appartement mais quand même on a des enfants et on les partage un peu d'un côté de l'autre et on va chez l'un chez l'autre, etc. Dans ce couple là je suppose que c'est elle qui va dire oh là là l'environnement craint un peu pour les enfants, je vais tout nettoyer. Enfin du coup elle aura double peine. Je suis pas certaine que ce soit le bon endroit en fait où mettre ça. C'est un argument que je comprends bien évidemment, encore une fois ça existe beaucoup trop ce principe d'une femme qui est plus ou moins la femme de ménage corvéable à merci dans un foyer. Mais le fait de dire que de mettre des logements séparés pour ceux qui en auraient les moyens, ce serait une bonne façon de supprimer le problème de la répartition des tâches, je suis pas certaine, parce que ça veut dire que tu peux te retrouver avec le double d'appartements à nettoyer au lieu d'en avoir qu'un. Je sais pas. Je suis pas je suis pas certaine vraiment.
Nous, c'est bon, les rôles sont parfaitement inversés, elle met le merdier et change. Comme ça. Mais ça peut être désagréable aussi, je veux dire, dans tous les cas. C'est marrant parce qu'elle soulève les problèmes de fonctionnement dans le couple, mais sa solution, c'est faut vivre séparés. Putain, j'ai une copine comme ça, son copain est en coloc avec son frère, et la dépanne le temps qu'elle trouve un appart, devinez qui fait le ménage et la vaisselle pour 3. Bah oui. Oui, puis si on part du principe que la charge mentale, c'est la nana qui la porte, ça fait possiblement encore plus d'organisation, mais tout à fait. Tout à fait. Bon. De même, dans une chronique intitulée J'en ai marre des mecs, mais marre, France Inter, 11 mars 2020, le médecin et écrivain Baptiste Beaulieu, lui-même gay et solidaire des combats féministes, a évoqué quelques-uns des comportements masculins écœurants observés lors de ses consultations. Accusé par certains d'avoir inventé les situations qu'il décrivait, il a publié le lendemain sur son compte Facebook des récits du même genre reçus par la suite de sa chronique. Une auditrice se souvenait que, lorsqu'elle était petite, sa mère avait dû passer 3 semaines à l'hôpital. Mon frère et moi avons été nourris de bananes et de spaghettis à rien pendant ces 3 semaines. Ensuite, elle a dû recommencer à faire la cuisine, même si elle était censée rester alitée pendant un certain temps. Christelle Dacruz, assistante sociale à l'hôpital, disait ne plus compter les « il faut que ma femme sorte de l'hôpital et vite, j'en ai marre de devoir me faire à manger et faire les courses et le ménage ». Colline Charpentier signalait avoir recueilli, pour Tapenséa, une centaine de témoignages de femmes qui gèrent la maison quand elles sont hospitalisées et qui reçoivent des SMS du style « c'est quand que tu rentres, on mange quoi ?» quand elles sont opérées. Encore une fois, ça, je suis pas sûre que ce soit résolvable par des habitations séparées. Hein. Vraiment, mais vraiment pas. Hein. Oui, Baptiste Beaulieu, c'est plein de cœur sur lui. Il y a les courses, la cuisine, la lessive, la vaisselle, les enfants, les courses, programmer les activités, gérer la sociabilité de la famille. Mais oui, il y a tellement de choses. Tellement de choses, finalement. C'est pas un livre de propositions, c'est une théorie féministe, les amis. Oui, bien sûr que c'est pas... Mais après, c'est pas un livre de propositions, c'est une théorie féministe. Tu veux dire, c'est pas un... Ça, là Réinventer l'amour. Si c'est un livre, est-ce que j'ai mal lu? C'est pas un livre de propositions, c'est une théorie féministe, les amis, tu dis Lisou. Ben, le truc, c'est que pour l'instant, c'est pas. Il n'y a pas de beaucoup. Enfin, je trouve qu'il y a au contraire pas mal de propositions et très peu de théories féministes. Ça me rappelle les 72 heures avec mon père sans ma mère qui était à l'hôpital pour une petite opération. Mais est-ce que l'idée est pas de dire qu'il faut mettre des limites fortes, quitte à vivre séparés pour se protéger? Je débarque un peu. Je sais pas là où elle veut en venir en fait. Encore une fois, on sait pas où elle veut en venir. Bon, on va continuer. Je dis ça depuis le début. La culture populaire prend soin de ne pas présenter les choses de manière aussi crue dans la vision qu'elle donne du mariage. La célèbre comédie romantique britannique Love Actually, par exemple, offre un cas d'école de romantisation de l'exploitation domestique à travers l'histoire d'amour qui se noue entre Jamie, un écrivain londonien qui s'est retiré dans sa maison du sud de la France. Jamie, j'ai dit, ouais, pour Jamie. Voilà. Voilà. Qui s'est retiré dans sa maison du sud de la France après une rupture, et Aurélia, son employée de maison portugaise. Alors qu'ils sont tous les deux rentrés dans leurs pays respectifs, sur une impulsion, le soir de Noël, Jamie saute dans l'avion pour Marseille et retrouve la jeune femme dans le café où elle travaille comme serveuse. Lors d'une grande scène théâtrale, alors qu'elle se tient en haut d'un escalier, il la demande en mariage devant les clients du café et les membres de sa famille. On découvre à cette occasion que, pendant qu'ils étaient séparés, chacun a appris la langue de l'autre. Désormais, selon toute vraisemblance, Aurélia fournira à Jamie les mêmes services que précédemment. Elle tiendra la maison et lui apportera son café pendant qu'il écrira. Mais il n'aura plus besoin de la payer. Ah ouais, c'est comme ça qu'elle le voit? C'est pas tout à fait comme ça que je le vois, moi, cette fin-là, mais... Mais oui, peut-être, je ne sais pas. Refuser de cohabiter permettrait de savoir si on est aimé pour soi ou pour les services que l'on rend. Cela permettrait aussi à certains hommes d'acquérir quelques compétences utiles et de devenir des personnes entières, pour reprendre l'expression de Voltairine de Cleyre. C'est inadmissible, ces gens qui refusent d'apprendre à cuisiner. Alors, je ne sais pas, c'est inadmissible, ces gens qui refusent d'apprendre à cuisiner? Je sais pas, j'ai pas la ref. On m'objectera peut-être que l'idéal que j'expose ici n'est pas très réaliste. Ah, mais ce ne serait pas un idéal sinon. Oui. Il peut être utile d'explorer nos désirs, de les préciser, de les cultiver, de les peaufiner, de suivre leurs ramifications, indépendamment des possibilités dont on dispose de les réaliser, en espérant pouvoir s'en approcher le plus possible. Comme on va le voir maintenant en détail, l'amour hétérosexuel est un chemin semé d'embûches. Alors autant s'y donner autant de marge de manœuvre qu'on le peut, en commençant par éviter de se laisser imposer des schémas tout faits sur la bonne manière de le vivre, ou de laisser des conceptions mortifères saboter nos désirs, nobles et légitimes, d'épanouissement et de partage. Bon, eh bien, écoutez, c'était la fin du prologue. On va commencer à lire le livre en lui-même. Combien de temps ça fait qu'on est ensemble? Oui, ça fait 1h15. Écoutez, on va essayer de lire le premier chapitre. Alors, une partie du premier chapitre. Ouh là là, oui, une partie du premier chapitre. Je pense qu'on n'arrivera jamais au bout. Donc là, normalement, on devrait rentrer dans la réflexion militante pure et beaucoup moins
dans le côté développement personnel et expérience de l'autrice. Mais quand même, hein. Là, on est sur un livre qui est censé être militant, et on a de la page 7, donc vraiment du début du livre, jusqu'à la page 56, donc même en estimant qu'il y a des pages qui servent pas à grand chose, mais quand même, on a une cinquantaine de pages, une bonne grosse quarantaine de pages, qui n'est que sur des exemples personnels, un peu de développement personnel. Il y a une introduction plus un prologue. Je sais pas si tout ça a été très utile, parce que moi, ça me l'a fait ancrer dans un truc très bourgeois. Et du coup, je vais même aller au-delà, c'est que ça m'influence un peu sur la manière dont je vais lire le reste, et je le sais. Parce que jusque-là, Mona Chollet, je la connaissais essentiellement pour ses prises de parole autour des sorcières, de la femme, etc. Mais aussi pour ses prises de parole abolitionnistes avec lesquelles je ne suis pas d'accord. Dans tous les cas, il y avait une figure de militante quelque part que je voyais, mais pas tellement la figure de la femme qu'il y avait derrière. Et là, le fait de mettre très en avant la femme qu'elle est derrière fait que du coup, ça m'ancre tout ça dans une réflexion extrêmement bourgeoise, et je suis pas certaine que je vais réussir à prendre des choses intelligentes, intéressantes, pour moi, dans toute cette construction bourgeoise-là. Je suis vraiment pas sûre. Vraiment, vraiment, vraiment pas sûre. Donc, alors que c'est bête, peut-être que si. Donc voilà, je suis pas certaine que c'était une bonne chose d'avoir comme ça cette cinquantaine de pages du début, essentiellement tournée autour d'idéaux bourgeois et de vie bourgeoise très, très idéalisée, en fait. Donc, 1. Se faire petite pour être aimée. L'infériorité des femmes dans notre idéal romantique. Bon, là déjà, ça a l'air de partir beaucoup plus sur du militantisme. Nicolas Sarkozy, un homme de passion. La France, la politique, Carla, son livre choc. À l'été 2019, la couverture de Paris Match, sur laquelle figuraient Nicolas Sarkozy et Carla Bruni, a suscité un éclat de rire général. L'ancienne top modèle y enfouissait son visage dans le creux de l'épaule de son mari, qui apparaissait comme un colosse protecteur, alors que, comme chacun sait, elle est plus grande que lui. Face aux moqueries, l'hebdomadaire a publié une mise au point hypocrite. Non, la photo n'avait pas été retouchée. Simplement, le couple avait posé sur l'escalier menant au jardin de sa propriété, et l'ancien président se tenait une marche plus haut que son épouse. 2 modèles de désirabilité se télescopent ici. D'un côté, celui de l'homme que le pouvoir rend irrésistible, le dispensant de cocher tout autre critère de séduction masculine conventionnelle. De l'autre, celui de la femme trophée, qui présente les caractéristiques attendues d'un mannequin, à commencer par la haute taille. Bonjour, je ne sais pas comment c'est dans vos couples, mais à chaque fois que j'ai été en couple dans des apparts séparés, en réalité, on vivait ensemble les 3/4 du temps dans l'appart le plus pratique, jusqu'à aménager ensemble officiellement. Pareil. Non. Non, Emmanuel. Là, il n'a pas le privilège de nous lire Le temps des tempêtes. Voilà. À cette occasion, la journaliste Pauline Turier a ressorti les précédentes couvertures de Paris Match, mettant en scène le couple. Chaque fois, Carla Bruni était placée en position d'infériorité, dans des postures suggérant la soumission ou la fragilité. On l'a vue jucher sur les genoux de son mari comme une enfant, allongée sur un canapé, la tête sur ses cuisses, lovée contre lui au fond d'une gondole à Venise, ou alors marchant à ses côtés sur une plage, mais la tête penchée, comme pour rester au-dessous d'une barre invisible définie par sa stature à lui. Charlène, l'épouse du prince Albert II de Monaco, a eu droit au même traitement sur les portraits de famille après la naissance de leurs jumeaux, tout comme Diana Spencer lorsqu'elle était mariée au prince Charles dans les années 80. Sur les photos officielles, Charles semble toujours avoir une bonne tête de plus qu'elle, alors qu'il faisait la même taille. Gobet, la pilule rouge de Matrix, s'est prêté l'oreille à la thèse de la féministe américaine Catherine McKinnon. Le masculin et le féminin sont créés à travers l'érotisation de la domination et de la soumission. Selon elle, la domination et la soumission sont des attitudes à partir desquelles la différence des genres est construite, résume Manon Garcia, qui la cite. Munis de cette clé de compréhension, on voit soudain comment toute notre culture amoureuse s'attache à naturaliser et même à célébrer les signes de domination chez l'homme et de soumission chez la femme, en les présentant comme les secrets d'une union harmonieuse. Le discours convenu, selon lequel la libération croissante des femmes aurait ruiné les relations amoureuses, implique d'ailleurs un aveu. Notre organisation sentimentale repose sur la subordination féminine. Bon, là déjà, on est plus sur un truc de militantisme, quoi, réellement. Donc, on entre plus dans le vif du sujet, et déjà, c'est un peu moins cringe pour moi. Vraiment, beaucoup moins même.
On a soulevé le problème pour voir si c'est pareil, il faut avoir les moyens et ça ne réduit pas la charge de travail, au contraire. Je trouve aussi. Mais surtout, le couple, c'est une unité socio-anthropologique. Ah, attends, je n'ai pas lu la fin. Étudier dans ces domaines, il n'y a pas forcément besoin d'invoquer son expérience perso, mais complètement. Oui, moi, alors, on l'entend, mais pas partout. Hein. Le fait que l'affirmation des femmes ruinerait le couple hétéro, c'est quelque chose qu'on entend depuis toujours, bien évidemment, mais bon, c'est pas non plus quelque chose qu'on entend beaucoup, hein, et heureusement, et peut-être qu'on va l'entendre un peu plus, parce qu'on a des gens comme Zemmour, par exemple, qui l'affirment quand même pas mal, donc voilà. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, n'est-il pas stupéfiant que cet ordre des choses nous semble aussi naturel, et que ce soit sa contestation qui contrarie beaucoup de gens plutôt que la situation de départ. Ainsi, en 2010, le titre d'un article du New York Times résumait candidement le problème de notre époque. Faire durer le romantisme à une époque d'émancipation des femmes. L'infériorité féminine est comme encapsulée dans notre imaginaire amoureux. À commencer par une infériorité littérale, immédiatement visible, dans un couple. L'homme doit être plus grand que la femme. La vie en couple est moins fréquente parmi les hommes de petite taille, indique le sociologue Nicolas Herpin. Cette situation n'est pas due à leurs conditions sociales. Bien que les ouvriers soient en moyenne plus petits que les cadres, les effets de la taille sur la mise en couple sont de même intensité dans ces deux milieux sociaux. Cet écart est recherché par les hommes, mais semble-t-il davantage encore par les femmes. Et alors là, elle met en référence une étude de Daphné Leportois sur Slate. Pourquoi on voit si peu de couples où l'homme est plus petit que la femme? Alors je suppose que Daphné Leportois elle-même doit avoir une étude, doit citer une étude dessus, mais je ne peux vous fournir que ça comme référence. Oui, c'est un argument viriliste, mais il existe qu'avec l'émancipation des femmes, il y a plus de divorces, etc., etc. Oui, non, mais ça existe, c'est sûr. Je vis seule et je me fais à manger varié et pas que les pâtes et pizzas, mais quand, comme mon père, tu fais jamais la cuisine parce que c'est ta femme qui la fait tout le temps et que t'es même pas foutu de faire autre chose, tu dois par la force des choses faire à bouffer. Pour tes gosses, je trouve ça encore pire carrément. Salut mademoiselle. J'espère que tout va bien et que vous êtes heureux. Bonjour à tous, le raid, et comment allez-vous? Allez-vous bien? Êtes-vous heureux? Nous, là, en ce moment, on est en train de lire Réinventer l'amour de Mona Chollet et de se demander si c'est bien ou pas. Et pour l'instant, on n'est pas hyper convaincus. Qu'est-ce que vous faisiez, vous? Bon, c'est bien si vous êtes heureux. Déjà, c'est une bonne base. Alors, donc on en était au fait qu'elle avait pris Slate, du coup, comme base, mais bon, après, pourquoi pas. Myriam, jeune femme mesurant 1m82, raconte comment un homme avec qui elle avait rendez-vous a blêmi au moment où elle s'est levée. Il ne m'a jamais rappelé. Certains de ses petits amis lui ont demandé de ne pas porter de talons, mais elle a refusé. Maintenant, c'est une sorte de protestation. Je ne veux pas me faire petite. La différence moyenne de taille entre hommes et femmes, qui est actuellement une réalité sur toute la planète, relève-t-elle d'une fatalité biologique? En 2013, le documentaire de Véronique Kleiner, Pourquoi les femmes sont-elles plus petites que les hommes, a popularisé une hypothèse de l'anthropologue Priscille Toureille qui penche pour la négative. Sous toutes les latitudes, en effet, les femmes sont moins bien nourries que les hommes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, elles souffrent 2 fois plus de malnutrition que les hommes. Les filles risquent 2 fois plus d'en mourir et ont davantage de carences en protéines animales. Les femmes préparent et servent la nourriture, mais elles se contentent des moins bons morceaux et se passent souvent de viande. Or, pendant la grossesse et l'allaitement, il leur faudrait 30% de protéines animales et 5 fois plus de fer, également nécessaire pour prévenir les risques d'anémie due aux règles qu'aux hommes. Une fois leur croissance terminée, ces derniers, contrairement aux idées reçues, ont surtout besoin de glucides. Alors les véganes, pas ça? Je suis pas sûre de tout ce qui est dit là-dedans, encore une fois, hein, c'est Mona Chollet, hein, voilà. Mais par contre, j'avais entendu cette théorie comme quoi on est plus petite parce qu'on a moins à manger. Effectivement. Et je trouvais que c'était très intéressant d'enlever ce truc de c'est dans la nature, alors qu'en fait non, c'est pas dans la nature. À la base, les êtres humains avaient été conçus plus ou moins de la même taille. L'anthropologue Françoise Héritier racontait comment, sur son terrain de recherche au Burkina Faso, elle avait mis des années à se rendre compte que quand les bébés réclamaient le sein, les mères le leur donnaient immédiatement s'il s'agissait de garçons, mais faisaient attendre les filles. Lorsqu'elle demanda pourquoi, on lui répondit que les premiers avaient le corps rouge et risquaient d'éclater de fureur si on ne les nourrissait pas tout de suite. S'agissant des secondes, on lui donna une réponse d'ordre sociologique et non plus physiologique. Il fallait leur apprendre la frustration, car en tant que femmes, elles ne seraient jamais satisfaites de toute leur vie. La tristesse et la douleur résumées en une seule phrase. La consommation de viande, c'est une perception très coloniale et eurocentrée de la bouffe, oui.
Je file manger et lurker. Bon stream à toutes. Salut et bon appétit, mademoiselle. Enfin, l'importance capitale de la consommation de viande, j'entends. Oui, oui. Boum, la déprime, c'est ça. Pardon, je suis encore perdue. Et il faut vraiment que je mette avec mon petit doigt. Comme ça. Tac. Vous créez de la sorte deux variétés humaines totalement différentes dans leurs attentes, commentait Françoise Héritier. L'une qui attendra la satisfaction immédiate de tous ses besoins et de toutes ses pulsions, et l'autre qui sera destinée à attendre le bon vouloir de quelqu'un d'autre. C'est un dressage extraordinaire, et cela passe par l'alimentaire. La logique est la même en Europe ou en Amérique du Nord, comme l'ont montré notamment les travaux de la philosophe américaine Suzanne Bordeaux sur la minceur. Au fil de l'évolution, cette pénurie organisée aurait-elle pu finir par rendre les femmes plus petites, puisque stopper la croissance est le moyen qu'utilise l'organisme pour résister aux privations ? L'hypothèse de Priscille Toureille a déclenché un tir de barrage dans la presse de droite et chez les antiféministes, qui ont donné la parole à des scientifiques pour qui elle n'est pas tenable. Interrogé par la journaliste Peggy Sastre, le biologiste Michel Raymond rappelle cette autre explication. Les mâles gorilles se battent, et les plus grands ont un avantage, et cela participe à expliquer leur plus grande taille que leurs femelles. Chez l'homme, la violence est immémoriale, comme l'atteste l'archéologie, et la taille n'est pas indépendante de la domination sociale. De plus, les femmes préfèrent des hommes plus grands qu'elles. Son confrère Robert Rivers souligne que le dimorphisme, j'ai toujours dit le dysmorphisme, je crois. Le dimorphisme Je suis trompée toute ma vie. Sexuel n'a pas commencé avec notre lignée à l'époque paléolithique. Les mâles sont plus grands et plus gros que les femelles chez tous nos plus proches cousins, que ce soit chez les deux espèces de chimpanzés, les gorilles ou les orang-outans. Quoi qu'il en soit, néanmoins, on ne voit pas pourquoi cette supériorité de l'homme sur la femme devrait se retrouver dans tous les couples. Si le monde de la mode exige des mannequins qu'elles soient plus grandes que la moyenne, beaucoup d'autres critères de séduction et attributs féminins dénotent une forme de faiblesse, d'empêchement ou d'impuissance. La minceur traduit l'obligation de prendre le moins de place possible. La jupe et les talons hauts entravent le mouvement. Alors je suis d'accord pour les talons hauts, je suis moins sûre pour la jupe. La jupe, à part si elle est crayon, mais je tiens quand même à préciser que la jupe, c'est quand même un des trucs les plus confortables qui existent et que c'est bien triste que les hommes ne soient pas plus autorisés que ça, socialement parlant, à emporter, parce que la jupe, globalement, c'est une libération totale de la jambe ainsi que de la culotte. Mais la jupe crayon, oui. La jupe crayon, par contre, ça entrave pas mal. Et on parle des poches de pantalon. Oui, il n'y a pas de poche. Mettez-nous des poches. Ça, c'est une certitude. La jeunesse est jugée plus désirable car associée à l'ingénuité, à la malléabilité. L'homme est beau quand il est puissant, la femme est belle quand elle est faible, résume Noémie Renard qui a signé en 2016 une série d'articles accablants sur le sujet. Sur antisexisme.net. L'impuissance comme idéal de beauté des femmes, sexisme et sciences humaines, 2 janvier 2016. Voilà, si vous voulez retrouver. Elle y montre l'universalité de cet idéal d'impuissance, si différente que soient les formes qu'il peut prendre. Par exemple, le gavage des filles pour les préparer au mariage, pratiqué par des populations nomades de l'ouest du Sahara, permet d'immobiliser les femmes et de mieux les contrôler. Elles vivent cloîtrées et dépendent entièrement des hommes. Je ne connaissais pas cette technique. Quant au bandage des pieds des Chinoises, en usage jusqu'au début du XXe siècle, il avait pour effet, en rendant leur démarche précaire, de suggérer délicatesse et fragilité. Noémie Renard cite l'universitaire Wang Ping. Les hommes ne peuvent s'empêcher de ressentir de la pitié à leur endroit et de tomber amoureux d'elles. Tous ces éléments sont indispensables à l'érotisme chinois et au charme féminin. L'expression de la faiblesse peut aussi passer par la voix. Certaines femmes sont tentées de prendre une voix de bébé sexy, avec des guillemets, lorsqu'elles s'adressent à un homme. Les bébés ne détiennent pas de pouvoir social, économique ou sexuel, glisse la sociologue Anne Kapf, qui explique cette tentation par la nécessité apprise de protéger l'ego masculin. Elle dit avoir remarqué que de nombreuses femmes extrêmement brillantes ont d'énormes difficultés à utiliser leur voix. L'idée de l'employer dans toute sa force les terrifie. J'ai rarement rencontré des hommes qui avaient le même problème. L'impératif du sourire, symbole de l'abnégation, de la disponibilité et de l'empathie qu'on attend des femmes, contribue lui aussi à altérer leur voix, car il raccourcit le conduit vocal, explique la linguiste Laëlia Véron. Voilà, la prochaine fois qu'on vous demande pourquoi est-ce que vous ne souriez pas, dites que c'est parce que ça raccourcit votre conduit vocal. Voilà. C'est une libération de la culotte, mais justement, si tu veux être correcte et pas la montrer à tout le monde, ça te fait une position de corps renfermée sur elle-même, jambes croisées. Ben, je sais pas, moi j'ai pas trop ce truc-là. Parce que je porte des collants aussi, donc j'en ai un peu rien à foutre, du coup,
pour reparler de la jupe. Mais oui, globalement, peut-être qu'il faut le voir plus comme les conventions sociales qui entourent la jupe. Oui, effectivement. Mais la jupe en elle-même, c'est quand même très malléable et on est très libre en dessous. Le coup du sourire et de la voix, mais tellement. Bah oui, je commence à être plus d'accord, mais ça pousse le propos un peu loin. Les femmes mettent au monde l'humanité, mais on nous fait passer pour faibles. Bah, il y a toujours ce truc-là, hein, de faiblesse de la femme, tout en lui disant qu'il faut qu'elle soit forte en plein de circonstances et accoucher dans la douleur, et oh, ça va. Mais là, déjà, on part sur un truc de militantisme où le fait de se faire petite, effectivement, c'est pas quelque chose qui est acceptable encore dans notre société à nous, si tu n'as pas envie de te faire petite. Moi non plus, perso, je mets des shorts en dessous et je me libère l'entrejambe, mais c'est quelque chose que j'ai remarqué, oui. Ouais. Donc, l'impératif du sourire, symbole de l'abnégation, de la disponibilité et de l'empathie qu'on attend des femmes, contribue lui aussi à altérer leur voix car il raccourcit le conduit vocal, explique la linguiste Laëlia Véron. Voilà, donc comme ça vous savez ce que ça fait d'être obligé de sourire, ça raccourcit le conduit vocal. Et ça ne m'étonne pas. Égard à celle dont le timbre est jugé menaçant, l'actrice Anna Mouglalis raconte qu'à sa sortie du conservatoire, un phoniatre lui a suggéré une petite intervention qu'elle a refusée afin de rendre sa voix moins grave. C'est fou ça. Merci beaucoup, Chaka Cerise, pour ton 2e mois d'abonnement. Merci. Je loupe souvent les streams, malheureusement. Du coup, j'en profite surtout en replay. Merci Labo. Merci pour ton contenu. Merci beaucoup, Chaka Cerise. Je dois avoir un long conduit vocal alors. Les gens qui font la gueule ont un long conduit vocal. J'ai réétudié la raison de l'accouchement sans la douleur sur la Bible et oh my god, Ève égale premier viol conjugal de l'humanité. Je suis d'accord avec toi sur la jupe qui est utilisée à des fins de mobilité de l'infanterie de l'Empire romain. Oui, globalement, mais il y a pas mal de cultures dans lesquelles la jupe pour les hommes est plus qu'encouragée parce que du coup, ben, forcément, ça libère le mouvement. Oui, hein, une opération pour avoir la voix moins grave, improbable. Féminin signifie bien souvent contraint, réduit, limité dans l'expression de ses capacités. Ainsi, les femmes sont encouragées à faire du sport afin d'avoir un corps mince et ferme, mais elles doivent prendre garde à ne développer que des muscles discrets, déliés, qui ne suggèrent pas une force trop grande. Dans les stars féminines, il y a les bombes, celles qui sont belles et bien foutues. Mais il y a aussi les autres, celles qui abusent du sport et surtout de la muscu, écrivait par exemple le magazine Public en 2013. Mais après, c'est Public. Ben voilà. Ben voilà, putain, je dois avoir un conduit vocal comme le tunnel de Fourvière vu comme je suis souriant. C'est bien de le remarquer, Emmanuel. Et de faire défiler les photos de quelques-uns de ces monstres, entre guillemets. Madonna, Gwen Stefani, Hilary Swank ou encore l'ancienne top modèle Elle Macpherson, dont les bras pourtant à peine dessinés, invitent à conclure que seule la chétivité trouve grâce aux yeux de l'impitoyable rédactrice. Quand on regarde leur corps, une chose nous frappe. Elles ont les bras d'un Superman façon Henry Cavill, l'acteur qui incarne le super-héros au cinéma, ou un ventre trop musclé à faire peur. Alors les filles, si vous souhaitez être belles et musclées, faites des abdos fessiers, de la course à pied, du vélo, de la natation ou encore du pilate, mais pas à outrance. Il faut savoir doser. Faire de l'exercice 3 fois par semaine, c'est le maximum. Mais encore une fois, c'est public. Bien évidemment qu'on va pas lire Public pour avoir du contenu militant. Bon, après, je suis d'accord que ça fait partie, ça contribue du coup d'autant plus à une ambiance globale où on encourage à la chétivité. Je comprends bien où elle veut en venir, encore une fois, mais bon, enfin, citer Public, on se dit, bah oui, bien évidemment, c'est comme citer, bah voilà, du Zemmour ou des trucs comme ça dans un truc féministe, tu dis, bah oui, bien évidemment qu'il est contre nous, je veux dire, bien sûr. En fait, je pense qu'à chaque fois qu'il y a des évocations comme ça de contre-arguments. J'aime pas trop quand c'est des contre-arguments absolument évidents, parce qu'il y a un truc où on se dit, où tout le monde se dit mais bien évidemment que ce genre de truc-là, ça va pas être un truc féministe. Et ça montre moins à quel point c'est insidieux dans la société. Là, c'est pas insidieux, c'est violent, c'est basique, c'est voilà. Mais il y a des trucs plus insidieux, et genre dans les trucs plus insidieux au-delà de Public, voilà, je vois Inalala que tu dis j'ai grandi avec Cosmo et Biba. Moi aussi j'ai grandi avec Cosmo par exemple, et Cosmo ou Elle, le magazine Elle, c'est les trucs beaucoup plus insidieux. Jeune et jolie, 20 ans et jeune et jolie, j'étais dessus des matosans. Mais oui, c'est des trucs plus insidieux parce qu'il y a des journaux qui se disent féministes, en tout cas qui se disent très au courant de tout ça, très évolués par rapport à ce qu'ils ont été, ce qu'ils ont pu être avant, très militants dans la vie des femmes. Et ces mêmes journaux-là vont donner des espèces de coups de pied un peu insidieux à plein de trucs dans ce style-là, genre voilà le côté une femme, bien évidemment que ça n'a pas à être plus faiblarde
que son compagnon. Mais quand même, on te présente pas trop de personnes trop musclées, mais quand même, on va te mettre une petite phrase assassine à un moment ou à un autre. C'est là où c'est grave parce que ça peut toucher même les personnes qui finalement se sentent connectées à une réflexion autour de l'amour ou de la féminité ou que sais-je, parce que du coup elle se dit mais oui mais je lis des trucs qui normalement sont évolués aussi avec plein de guillemets, ou en tout cas qui se revendiquent comme étant évolués dans ce système-là. Et bien évidemment que ces personnes-là, si elles lisent public, elles vont dire oh bah regardez mais enfin c'est n'importe quoi. Donc enfin je suis pas très d'accord en règle générale avec les exemples où c'est ultra évident parce que c'est quand on veut montrer que quelque chose est insidieux dans la société, je pense pas que ce soit une très bonne chose de prendre des exemples évidents. Bon, bref. Qu'est-ce qu'on a dit sur Zemmour? Si nous nions qu'il existe, il finira par ne plus exister. On y croit tous, Emmanuel. Ça me rappelle Ring Fit qui m'a rassuré sur le fait que je serais pas trop musclée. Ça c'est sympathique, Ring Fit. Mais je sais pas parce que je l'ai pas fait assez longtemps pour qu'il me rassure sur quoi que ce soit. Lisou, oui, on est d'accord sur les exemples assez réalistes pour dénoncer l'insidieux. Quand on a grandi avec ces journaux, c'est long après pour déconstruire. J'ai surtout grandi avec glamour perso. Et c'est pas la réalité. Oui, bah oui, bien sûr. Bien sûr. On considère en général que si le goût dominant rejette les femmes très musclées, c'est parce qu'il leur est demandé avant tout d'offrir un spectacle agréable et que ces muscles ne sont pas esthétiques. Mais n'est-ce pas prendre le problème à l'envers, en omettant d'interroger les critères qui déterminent notre goût? N'est-ce pas plutôt parce qu'on ne supporte pas l'expression de la force chez les femmes qu'on ne trouve pas celle-là belle? Je voudrais qu'on commence à regarder politiquement nos goûts, disait dans un entretien le philosophe Paul B. Preciado. Qu'on se méfie de la naturalité de ce qu'on désire et de nos goûts. Les goûts sont produits, ils sont fabriqués politiquement. Et évidemment, il y a des goûts qui sont hégémoniques. Plus on est d'accord avec le goût hégémonique, mieux on est accepté par les autres. Plus on est normalisé, contrôlé, et moins on est capable de construire une esthétique de vie. Enfin rassuré, tant pis pour ceux qui voulaient être Henri Cavill, quoi. Oui, c'est clair, alors qu'Henri Cavill, voilà. Oui, bien évidemment qu'il faut commencer à regarder politiquement nos goûts. Je suis bien d'accord, mais encore une fois, regarder politiquement nos goûts, je suis pas sûre que ça passe par public. Je pense que ça passe plus par des magazines où le sexisme est plus insidieux, comme des magazines pseudo woman power, pas girl power mais woman power, du style, et pas féministe, hein, mais du style Elle ou Cosmo, ou voilà. Plus grande et costaude que la moyenne, l'écrivaine Alice Zeniter a été fortement dépitée, enfant, en découvrant les attributs de la femme idéale chez les auteurs de classiques. Cheville délicate chez Charles Baudelaire, poignée d'allumettes et mollet de moelle de sureau chez André Breton. Dans Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, Esmeralda est mince et fragile comme une guêpe. Alice Zeniter commande « Je ne faisais pas partie des belles femmes », et ces textes me le signifiaient clairement. Une part de moi était triste, affreusement triste, d'être exclue du marché à la bonne meuf avant même d'avoir pu y entrer. Mais une autre part de moi commençait déjà à rugir et se répétait « Tant mieux, très bien ». Je ne voulais pas du tout en être de ces femmes en sureau et en allumettes, sûrement pas, jamais. Parce qu'on en fait quoi de ces tout petits poignets, de ces chevilles délicates? Eh bien, on se serre un peu et ça pète. Voilà ce que ça raconte. Ces hommes bavent devant des femmes aussi fragiles que des poupées de porcelaine. Merci beaucoup, Armel. Merci pour ton 2e mois d'abonnement. Merci 1000 fois de me permettre de manger tous ceux qui lâchent des abonnements, des primes, des bits et des dons. Merci, vraiment. Merci beaucoup. Eh bien, on serre un peu et ça pète. Voilà ce que ça raconte. Ces hommes bavent devant des femmes aussi fragiles que des poupées de porcelaine, et ce n'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est Honoré de Balzac. Esther possédait cette taille moyenne qui permet de faire d'une femme un joujou, de la prendre et de la reposer. Oui, c'est Balzac. Soyez forte, affirmez-vous, faites pas trop de muscles, c'est pas joli sur une fille, mangez ce que vous voulez, faites-vous plaisir, attention aux glucides pour garder la ligne. C'est des doubles discours et ça rend fou littéralement. Mais oui, c'est ça, c'est les doubles discours qu'il faut mettre en avant. Les discours de public, qui sont pas tellement doubles, hein. C'est des discours de base, c'est vraiment, le discours n'est pas tellement caché. C'est pour ça que je mords, tu fais bien. J'ai des petits poignets et un coup d'oiseau, mais j'ai une grande gueule, alors je mords. Ça marche, ça compense. Cette censure de la force des femmes sous des prétextes esthétiques s'impose même aux sportifs professionnels, malgré la contradiction évidente que cela implique, puisque cela les oblige à rester en deçà de leur potentiel. En 2015, tandis que la joueuse de tennis Serena Williams subissait un déluge d'insultes sexistes et racistes en raison de son corps jugé trop puissant, l'entraîneur d'Agnieszka Radwanska expliquait en ces termes pourquoi la jeune Polonaise n'avait pas, pour sa part, un physique aussi athlétique. C'est notre décision de faire en sorte qu'elle reste la joueuse la plus menue du classement, car elle est avant tout une femme, et elle veut rester une femme.
Dans un monde moins sexiste, cet homme n'aurait-il pas dû être viré pour incompétence ? Quant à Maria Sharapova, en 2014, alors qu'elle était l'athlète féminine la mieux payée du monde, elle se sentait tenue de déclarer « Je n'arrive pas à soulever des poids de plus de 2 kilos. J'ai l'impression que c'est simplement inutile. » Dans un texte intitulé La femme la plus forte d'Amérique, l'écrivaine et activiste féministe Gloria Steinem a raconté sa surprise lorsque, en 1985, à l'occasion d'un documentaire, elle a découvert la championne australienne de bodybuilding Bev Francis. Cette pionnière aimable, intelligente et courageuse, qui était à l'époque plus forte qu'Arnold Schwarzenegger, l'a obligée à se confronter à ses propres préjugés. Le film avait été tourné durant une compétition féminine de bodybuilding à Las Vegas, au cours de laquelle la musculature ultra développée de Bev Francis perturbait les juges au plus haut point. On les voit tenir une réunion houleuse afin d'aboutir à une définition claire du mot féminité, rien de moins. Ce que nous cherchons, assène celui qui semble être le président du jury, c'est une femme qui présente une certaine esthétique féminine, tout en ayant les muscles qui montrent qu'elle est une athlète. L'un de ses jeunes collègues s'insurge. Je m'inscris en faux contre l'idée qu'il y aurait une limite au-delà de laquelle les femmes ne peuvent pas aller dans ce sport. Merci beaucoup, Demato-san. Merci. Merci 1000 fois. De remplir mon frigo. Les deltoïdes et les trapèzes dessinés. Alors qu'en vrai, les dos musclés, c'est sexy sur tout le monde. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non mais tu t'égares, Frégia, mais je m'égare avec toi. Quand vous dites qu'elles doivent être des athlètes mais ne pas être trop masculines, qu'est-ce que cela signifie exactement ? C'est comme si la Fédération américaine de ski demandait aux skieuses de ne pas dépasser une certaine vitesse. Qui sommes-nous pour dire qui ressemble à une femme et qui n'y ressemble pas ? Pardon. Merci beaucoup, Filigrime, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci. Oh, le train de l'hype approche. Écoutez, si vous voulez mettre des bits et lâcher des subs et des primes, c'est maintenant ou jamais, puisque vous disposez d'un temps limité pour obtenir des émoticônes exclusives, tels des émoticônes de chiens. C'est ça, en fait. Il n'y a que des émoticônes de chiens dans le train de l'hype. Faut vraiment que je fasse quelque chose pour ce train de l'hype, je vous assure. Le Hornigel, c'est ma maison, j'en sors pas. Je comprends, Frégia. Donc voilà, qui sommes-nous pour dire qui ressemble à une femme et qui n'y ressemble pas ? À quoi l'autre réplique : nous voulons ce qu'il y a de mieux pour notre sport et pour nos filles. Nous cherchons à exciter le public, pas à le refroidir. Notre rôle est de protéger la majorité des concurrentes et de protéger notre sport. Rien que ça, vraiment. Si la majorité des candidates voulaient développer ce genre de musculature grotesque, très bien, mais ce n'est pas le cas. Les femmes sont des femmes et les hommes sont des hommes. Merci mon Dieu pour cette différence. Ah, ça fait, hein ? Ça crispe un peu, hein ? C'est désagréable. On a le droit de pas aimer les gros muscles, mais c'est pas une histoire de féminité ou quoi. Mais tout à fait. Moi, par exemple, j'aime pas tellement les gros muscles chez les garçons non plus. Enfin, je veux dire, c'est pas voilà. Oh, merci Emmanuel, merci beaucoup pour motiver le train. Merci. Tout est bien finalement, faut pas tomber dans les injonctions inverses non plus, mais complètement. C'est-à-dire que c'est une injonction à ne pas faire d'injonction. Je suis tout à fait d'accord, Choucroute Master. C'est-à-dire qu'il y a le côté, il y a juste un truc de dire, c'est pas grave si t'es pas musclé, c'est pas grave si t'es musclé. Il devrait pas y avoir des critères quelconques de musculature ou non. C'est ça surtout qui est important. Merci encore Emmanuel, tu es un ange. Enfin merci Marc. Ma non-binarité lui crache dessus. Grotesque pour les meufs, mais légendaire pour Schwarzenegger. Bah oui. Salut, Aou. Je suis choquée d'apprendre que tu n'aimes pas trop mes gros bras, Véronique. Du coup, ça me rappelle le gros débat sur Abby, un personnage de jeu vidéo de Last of Us 2. Oui, mais même, il y avait eu un débat là-dessus autour du personnage de... Putain, je suis nulle, c'est un jeu auquel j'ai joué. Un jeu un peu... post-apo avec Horizon Zero Dawn. Merci Didier. Oui, effectivement, Horizon Zero Dawn. Voilà, qui était jugée comme trop massive, trop carrée, trop musclée, trop tout quoi. Et je pense que il n'est pas étranger non plus. Il y a encore ce truc-là de dire bah non, il faut quand même qu'une femme reste une femme. Par exemple, regardez le physique de Lara Croft dans Tomb Raider. Elle fait des trucs de fou. Elle devrait être quand même beaucoup plus musclée que ça. En fait, sans mettre des barrières au-delà desquelles c'est pas acceptable dans tous les cas d'être une femme, c'est-à-dire faut être absolument puissante ou faut être absolument fluette. Dans les deux cas, il y a un truc où il faudrait juste remettre les femmes dans un contexte de vie qu'elles vivent en fait. Donc dans la vie qu'elles vivent,
une Lara Croft est censée être plus musclée que ça. Dans la vie qu'elle vit, l'héroïne, encore une fois, je suis nulle de pas m'en souvenir parce que vraiment j'y ai joué, je l'ai fini. Ce jeu d'Horizon Zero Dawn est censé être plus musclée. C'est normal qu'elle soit massive. Voilà, c'est il y a un truc où c'est vraiment, encore une fois, il y a des trucs, c'est normal qu'elle soit massive dans certains moments et ça ne les rend pas moins femmes. Quoi que ça veut dire d'être femme ou pas. C'était pour répondre à leurs vieux trucs binaires, mais du coup ça fait dire des vieux trucs binaires aussi. Mais bon, même parmi les amis de pardon, où on en est? Si, on en est là. De ouf, Black Widow ou Catwoman devraient être jacked. Mais oui, en fait, d'autant plus celles qui n'ont pas de pouvoir. C'est un truc on fait un petit hors-sujet, mais la façon dont sont foutues les meufs, je trouve que dans les films de super-héros, je trouve que c'est très dépendant de la façon dont elles se servent ou non de pouvoir. Et par exemple, Black Widow ou Catwoman, qui n'ont pas vraiment de pouvoir particulier, bien évidemment qu'il faudrait qu'elles soient plus massives. Enfin, ça semble assez évident, quoi. Évident. Alors que par exemple, ça me fait moins ça sur une Captain Marvel où de toute façon elle est surpuissante et quelque part, enfin il y a un côté plus puissance en dehors de soi et qui n'a rien à voir avec le physique. Mais il y a certaines héroïnes où tu te dis mais enfin tu devrais être beaucoup plus tankée que ça. Et ça me fait un peu ça pour Wonder Woman aussi où à chaque fois je me dis mais elle devrait être plus tankée que ça. Elle a certes des pouvoirs et des machins, mais quand même elle se bat à l'épée et tout ça. Tu vas pas me dire que ça développe pas les bras. Enfin je sais pas. Il y a ça pour ça vraiment ça m'agace beaucoup dans les représentations de super-héros et de super-héroïnes, surtout, de voir que les super-héros qui se battent avec des armes blanches ou des armes de poing, ils sont ultra massifs, parce que du coup, bah, c'est normal, ils se battent avec des armes de poing, et que une Wonder Woman, par exemple, va être relativement fine, en fait, elle va pas être si musclée que ça, alors qu'elle se bat aussi avec des armes de poing. Enfin, je veux dire, comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'héroïnes surmusclées, quoi, quand elles n'ont pas de super pouvoir qui compensent, vraiment. C'est Chun-Li dans Street Fighter, je crois, elle est très musclée pour compenser et les devs lui ont mis des attributs féminins disproportionnés. Et d'ailleurs, je vous avais partagé une fois sur Insta en story une nana, une cosplayeuse de Chun-Li, mais qui est aussi quelqu'un qui fait du bodybuilding et qui est folle. Elle ressemble tellement à Chun-Li, c'est fou. Elle a vraiment ces très grosses cuisses que je pensais pas possible, hyper musculeuse, et ses très grands bras, et elle est magnifique, mais elle est incroyable, quoi. Et là, oui, tu te dis, bah oui, forcément, si tu passes ton temps à te battre et à faire l'espèce d'enchaînement de pieds là, hyper rapide qu'on a tous fait, et c'était très chouette de faire des enchaînements de pieds hyper rapides avec Chun-Li, et bah forcément, enfin voilà, t'as des très grosses cuisses. Un flic, ancien entraîneur pour l'armée, m'a dit Abby, elle a la carrure classique des femmes que j'entraînais. Bah oui. Merci beaucoup pour le train de la hype, tout le monde. Alors que Tormeuf, c'est ok si elle est musclée de ouf, mais oui. Ce qui me bute, c'est la taille toute fine, il n'y a clairement pas de place pour les muscles, des os non plus parfois. Mais non, mais carrément. Eh bien écoute, bonjour à toi Ginger Cléo, je suis désolée, on parlait un peu, donc du coup j'ai pas trop vu ce que vous disiez. Après Gado a quand même de sacrées épaules. Oui, mais pas assez, moi je trouve. Elle fait pas impressionnante à côté de Superman ou de Batman, quoi. Alors que les trois sont... Après, Wonder Woman, c'est une déesse, donc elle a l'apparence qu'elle veut, non. Mais je sais pas, parce que oui, elle a le côté déesse, mais en même temps, il y a le côté hyper Amazon, entraînement de base. L'île des Amazones, par exemple, elles s'entraînent toutes à longueur de journée et elles sont pas plus puissantes que ça, quoi. Alors, elles sont tankées, hein, mais pas énormes, ça va. Et puis surtout, les super-héros, même avec des super-pouvoirs, ils sont massifs, bah oui. Moi, je veux bien un gars tout flu et mimi avec une super force, ce serait drôle, mais moi aussi. Wonder Woman est censée être une guerrière, donc ce serait cohérent qu'elle soit musclée. Mais après, attention, je dis pas qu'elle est pas musclée, hein. Bien évidemment qu'elle est musclée, Gal Gadot, mais elle est pas si musclée que ça, comparée à ça. Encore une fois, dans la vraie vie de tous les jours des hommes et des femmes véritables, bah oui, effectivement, si tu passes pas ta vie à te battre, potentiellement, ou à développer tes muscles, t'es pas ultra musclé. Mais là, Wonder Woman, elle passe sa vie à s'entraîner et à se battre. Bon bah tu te dis bah voilà, il faudrait qu'elle soit enfin moi je l'imagine plus tankée, clairement. Même les mecs devraient plus ressembler à des strongmen, gros ventre très rond, qu'à des bodybuilders. Oui, aussi. Il y a She-Hulk ou Miss Hulk qui est bien costaude. Oui, mais ça va avec le principe de Hulk, le côté un peu monstrueux qui est rattaché à Hulk quelque part. Jean The Mountain, c'est réaliste, Captain America ne fait aucun sens.
La narration n'est pas obligée d'en faire un personnage comique. Oui. D'ailleurs, l'acteur actuel est effectivement très stock et c'est cool. Après, tu as besoin d'être tanké quand tu as des super pouvoirs. Aussi. C'est vrai. Aussi. Mais oui, il y a un côté monstrueux. Et Xena, dans mes souvenirs, j'ai pas de souvenir précis de Xena. Dans mes souvenirs, elle est pas si massive que ça. Peut-être que c'est des mauvais souvenirs que j'ai de Xena. J'ai pas revu Xena depuis que j'étais petite en fait. Donc je sais pas bien. Captain America, c'est des pouvoirs aussi, oui. Oui, oui, c'est vrai. Bon, écoutez, repartons là-dessus. Je ne sais plus où on en est. On en est là. Même parmi les amis de Gloria Steinem, la bodybuildeuse suscitait des réactions contrastées. Les unes se montrant fières et enthousiastes, les autres hostiles et dégoûtées. Et ce, indépendamment de leur degré d'engagement féministe. Autrefois, les seuls endroits où les femmes pouvaient faire une démonstration de force étaient les cirques. Au moins, de ce point de vue, on a avancé, dit Bev Francis à Steinem quand elles se rencontrent. Et elle raconte. Lorsque j'étais enfant, je voulais aller aussi loin que je le pourrais. Je voulais être libre. Il y avait cette publicité à la télévision australienne que je détestais, où on voyait une femme préparée à dîner, avec ce slogan « Donnez de la viande à l'homme ». Et il faudrait se contenter de cela. Le fiancé de la jeune femme, Steve, s'entraînait avec elle. Stanham commentait. La plupart des hommes nourriraient des sentiments mitigés à l'idée d'être l'amant de la femme la plus forte du monde, mais Steve prend toute la mesure de sa réussite dans un domaine qui est aussi le sien, et il est clairement fier d'elle. Comme le champion de lutte Georges Zaharias, qui, une génération plus tôt, épousa l'athlète olympique Babe Didrikson, alors je ne la connais pas du tout, pardon d'écorcher les noms, et la défendit contre les moqueries à une époque où ses exploits lui valaient d'être accusée de ne pas être une vraie femme. Steve a créé avec Bev un monde à part, où ils se soutiennent mutuellement. Dans le monde normal, en effet, aucun homme n'est censé vouloir d'une femme qui cultive sans retenue sa force physique. Donc tout ça, c'est avec des guillemets. À cet égard, le traitement réservé au personnage de Brienne de Tarth dans la dernière saison de Game of Thrones représente un pas de côté notable, surtout dans une production aussi populaire, vue par des millions de spectateurs. D'une stature et d'une carrure impressionnantes, alors, après je sais pas de quoi elle va parler dans la dernière saison de Game of Thrones, mais globalement, le personnage de Brienne de Tarth dans Game of Thrones, pas que dans la dernière saison où elle est tankée, mais peut-être qu'elle va parler d'autre chose. D'une stature et d'une carrure impressionnantes, carapassonnée dans son armure, visage pâle et cheveux blonds coupés courts, Brienne est une guerrière farouche doublée d'une midinette, on l'a découverte au début de la série, transie d'amour pour le prétendant au trône Renly Baratheon, qu'elle servait et défendait avec passion. Son physique lui vaut toutes sortes de colibés. Dans sa jeunesse, les garçons l'avaient surnommée par dérision Brienne la beauté. Lors de la veillée qui précède la grande bataille contre l'armée des morts, ses compagnons et elle sont rassemblés devant la cheminée au château de Winterfell. Parmi eux se trouve Jaime Lannister, ancien commandant de la garde royale à la beauté arrogante, personnage autrefois odieux et malfaisant que les épreuves ont transformé. Brienne a joué un rôle décisif dans son évolution, et tous deux ont noué un lien très fort. Ce soir-là, au mépris de la tradition selon laquelle une femme ne peut pas être faite chevalière, il l'invite à s'agenouiller, sort son épée, et la double sous les applaudissements de leurs camarades. Une fois la bataille remportée, grâce au coup d'éclat d'une autre guerrière, à l'issue du banquet organisé pour fêter la victoire, il la rejoindra dans sa chambre et ils feront l'amour, une première pour elle. Ainsi, il la reconnaît comme une égale tout en lui montrant du désir, alors que la plupart du temps, ces deux attitudes s'excluent mutuellement. Faut-il préciser qu'elle est plus grande que lui ? Alors, je suis un peu partagée sur ces images pseudo-féministes dans Game of Thrones parce que je trouve que la série en elle-même est très voyeuriste et n'est pas féministe globalement. Après, c'est vrai que c'est une série qui montre des personnages féminins forts et notamment des personnages féminins qui sont pas forcément positifs forts et ça, c'est très chouette d'avoir des méchantes au féminin. Je suis moins convaincue sur l'utilisation de la sexualité qui est faite dans cette série, mais globalement je suis pas très convaincue par Game of Thrones, donc je suis pas la mieux placée pour en parler. Mais par contre, le personnage de Brienne m'avait beaucoup marqué et je l'aime beaucoup et je trouve qu'elle est, elle est très très, elle est très très puissante effectivement et c'est beau d'avoir un personnage qui même physiquement est aussi puissant. Moi, j'étais un peu moins convaincue par le fait qu'elle ait une idylle justement avec Jaime Lannister parce que j'avais pas très envie, j'avais pas envie en fait d'avoir une histoire d'amour avec elle. J'avais envie de la suivre dans ses aventures et pas forcément dans ses aventures amoureuses. Ceci dit, je me suis rendu compte aussi que peut-être que c'était bête de ma part d'avoir ce truc de me dire je veux pas qu'elle ait de relations amoureuses, etc. Parce que peut-être que ça venait justement d'une espèce de cliché selon lequel les femmes très fortes, très puissantes et très grandes avaient pas besoin d'amour comme Laurie en a besoin, par exemple. Puisque Laurie a besoin d'amour, hein, voilà. Tous les moments love, elle est vraiment pour. Et du coup, je me suis dit finalement, c'est un peu cliché de ma part, et c'est peut-être parce que j'ai intériorisé le fait que être forte, c'est être seule. Donc, voilà, je suis assez
assez convaincue par le personnage de Brienne finalement, et effectivement je pense que ça rajoute quelque chose en plus dans la pop culture globalement, d'avoir un personnage comme ça qui est puissant et qui en même temps a un cœur et dans l'amour également. Que dis-tu, Moods? C'est en remettant en question toutes ces notions physiques et sexuelles que vous pourrissez la culture et le folklore, vous faites chier le monde, les féministes, c'est terrible. Je suis désolée de faire chier ton monde, Moods. J'espère que tu t'es trouvé un monde à toi dans lequel les femmes font moins chier. Voilà. Gros bisous. Mais je pense que oui, effectivement, si tu restes sur ce live, tu vas être... tu vas pas être très heureux. Je pense. Ah bah vous l'avez ban, bah écoutez, c'était une façon de ne pas prolonger ses souffrances plus que ça, je comprends bien. Puis une femme avec une apparence pas féminine, aimée par un homme qui a toutes les caractéristiques d'un homme traditionnellement masculin, c'est peu commun, j'aime beaucoup. Non mais c'est vrai, c'est vrai. Le problème de la badass qui reproduit le schéma patriarcal et s'interdit les sentiments comme les hommes. Oui non mais c'est pour ça, on est... Enfin finalement j'étais aussi, je pense, très influencée par ma propre vision des choses, je pense aussi, et par une vision des choses qui était très sexiste dans un sens, finalement. God, c'est chaud, mais Brienne est un personnage hyper intéressant et complet. Voilà, c'est ce que j'en ai conclu aussi. Tellement d'amour et de bienveillance dans cette réponse. Allez, ça dégage. Bon bah écoutez, je suis désolée que de cette démonstration de force, mais ma foi, hein, voilà. Ce qui me dérange avec l'idylle de Brienne, c'est qu'elle le vit avec Jaime, peut-être. Peut-être. Je sais pas si c'est ça qui me dérange avec l'idylle de Brienne. J'en sais rien. Je ne sais pas. Écoutez, j'en sais rien. Mais je pense, moi, que ça venait... Je sais pas si c'était avec Jaime. Peut-être que c'est le fait qu'elle le vive avec Jaime, j'en sais rien. Mais pour moi, c'était un truc... je pense que c'était un biais sexiste qui me restait. En vrai, où je me disais j'ai besoin de femmes fortes et puissantes, et du coup j'ai besoin de femmes fortes et puissantes qui aient pas d'histoire d'amour, parce que les histoires d'amour c'est la seule chose qui résume les personnages féminins en permanence. J'en ai ras le cul, c'était ce qui m'avait fait détester Wonder Woman entre autres, et du coup je me disais bon bah voilà, j'en ai ras le cul, j'ai juste envie de voir des personnages féminins forts qui ne vivent pas d'histoire d'amour. Et du coup le fait de voir Brienne, je me suis dit ah bah voilà, bah parfait, pourquoi est-ce qu'elle vit une histoire d'amour? C'est chiant, elle est forte, elle est puissante, on n'a pas besoin de ça. Et en fait peut-être que c'était motivé effectivement par ce truc de dire mais mettez des personnages féminins sans histoire d'amour, sans love interest, je vous en supplie. Mais c'était motivé aussi, je pense, par le côté laissez-nous les grandes nanas puissantes comme des espèces de héroïnes, d'espèces d'héroïnes asexuées et voilà. Alors que au contraire, ça racontait plus de choses d'avoir des héroïnes comme ça, aussi grandes et puissantes et qui ont cette histoire, des histoires amoureuses. Qui leur sont pas réservées normalement, finalement. Mais après, bon, ça va, j'ai été exaucée sur le côté grande héroïne puissante sans histoire d'amour dans plein d'autres trucs, notamment dans Captain Marvel, que pour le coup, moi, j'ai vraiment bien aimé. Et bah oui, effectivement, dans Carano, dans Mandalorian, voilà. Il y a plein de personnages de femmes, d'ailleurs, dans Mandalorian, que j'ai trouvé super aussi, et voilà. Il y a plein de personnages de femmes qui sont trop bien dans Mandalorian. Et, et d'ailleurs, on m'offre régulièrement les... Je sais pas, attendez. Écoutez, je vais vous apporter ma petite figurine fétiche que j'aime tant. Attendez, hein, j'arrive. Hein. Regardez comme elle est belle. Elle est si jolie. Voilà. Ça fait beaucoup d'énergie dépensée juste pour vous faire voir la figurine que j'aime beaucoup, je pense. J'en suis fière, mais voilà, c'est pas très intéressant à regarder. Mais regardez, elle est jolie. Vous trouvez pas qu'elle est jolie? Elle est jolie quand même. Ils l'ont bien fait. Et ils ont fait ses muscles et tout. Regardez-moi ce dos musclé. Waouh! Oui, par contre, l'actrice est pas ouf. Ça fait partie des trucs où je me suis dit, ben voilà, j'ai complètement dissocié le personnage de l'actrice. Mais voilà, l'actrice est pas ouf du tout. Bref. Donc, je continue.
Prière de ne pas trop briller. Alors ça va être sûrement le dernier paragraphe qu'on va faire parce que j'ai peur que on n'ait pas tellement le temps. Après oui, il est déjà 14h. C'est beaucoup trop... C'est beaucoup trop... beaucoup trop tard. Mais oui, oui allez, on va le lire encore un petit peu, un tout petit peu. Non, c'est pas l'actrice qui a créé le rôle. Oui, effectivement, c'est un personnage de Mandalorian qui va aider, en gros, le héros à sécuriser un petit colis qui est trop mignon. Et voilà. Mais c'est un personnage que j'aime beaucoup. Et oui, effectivement, l'actrice est vraiment pas dingue. Elle a eu des propos très, très, très limites. Mais le personnage en lui-même, par contre, est super. Voilà. Vraiment super. Donc... un dernier petit paragraphe et on va arrêter. Prière de ne pas trop briller. L'infériorité féminine ne doit pas être seulement physique, mais aussi professionnelle et économique. Dans un groupe de parole destiné à des hommes condamnés pour violence conjugale, lorsque l'animatrice demande aux participants si cela les choque que les femmes puissent accéder au même métier que les hommes, l'un d'eux répond « Moi, ça me choque pas, tant que ma femme n'a pas un meilleur métier que moi. Sinon, ce serait la guerre. Déjà au niveau argent, mais surtout au niveau statut. Imaginons que je suis éboueur et qu'elle est directrice d'une agence bancaire. » Alors ça, je m'en souviens. Je m'en souviens de ces paroles, je pense que c'est dans Les Pieds sur Terre. Le truc des pieds sur terre sur les violences conjugales, je crois que c'est ça. Je pense qu'il y aurait des disputes, elle va trop vous rabaisser. Et vous pourrez juste fermer votre bouche parce que c'est la réalité. Elle va te voir comme un petit pion, elle qui est la chef. Et si c'est l'inverse, c'est pareil, commence-t-il par répondre. Si l'homme est directeur de banque et si la femme est femme de ménage, dans une dispute, il va lui dire « Rappelle-toi que tu n'es qu'une femme de ménage ». Il y a toujours des phrases qui vont faire super mal. « Il faut donc que les deux partenaires soient au même niveau », lui demande l'animatrice. « Oui », répond-il sans conviction, avant d'ajouter avec un rire gêné, et on le sentait venir, ou au pire l'homme un peu plus. Je sais pas, j'aimerais pas que ma femme porte la culotte. Il raconte que quand, à 18 ans, il est devenu directeur de magasin, sa compagne le respectait plus que quand il était simple employé. Comment mieux dire que la relation de couple est envisagée comme une relation hiérarchique, comme un rapport de force. Et vous voyez, là, pour le coup, là, ça prend une dimension un peu plus proche, je trouve, de ce qu'elle voulait, de ce qu'elle voulait dire, je pense, avec le côté le salariat qui fausse certains rapports de couple. Là, je comprends mieux, vraiment, je comprends un peu mieux. Mais pour autant, voilà, je sais pas à quel point c'est rapprochable sur tous les points, mais je pense que son exemple sur le salariat, au lieu d'être dans le prologue, ça aurait mieux marché ici. Mais bon. Cette logique vaut pour toutes les classes sociales. Les magazines évoquent régulièrement ces femmes qui réussissent mieux socialement et gagnent davantage d'argent que leurs compagnons, en s'émouvant de l'humiliation que peuvent ressentir ces hommes. Personne n'imagine qu'une épouse puisse faire étalage du même orgueil blessé dans la situation inverse, qui est banale. Celles qui commettent ce crime de lèse-majesté tentent d'ailleurs de se racheter, en effectuant davantage de tâches domestiques, et elles courent plus de risques de divorcer. Le divorce menace aussi les actrices qui remportent un Oscar, au point qu'on parle d'une malédiction des Oscars. Les mariages des actrices gagnantes ont une durée de vie moyenne de 4,3 ans, alors que ceux des perdantes tiennent 9,5 ans. Alors ça, c'est improbable. Ça vient de l'article de Lorraine Provost, Le divorce, la malédiction de l'Oscar, selon une étude canadienne du HuffPost le 27 février 2012. Voilà, vous le saurez. Parce que moi, dans ses propos, ça me fait me dire qu'il est devenu plus sûr de lui et donc plus violent et qu'elle a eu plus peur de lui. Peut-être. Plus peur de lui, c'est ça que tu veux dire. Pas plus peur de lui, plus peur de lui. Sur ce qu'il disait sur elle m'a le plus respecté. M'a plus respecté après. Oui, ça donne cette ambiance-là. Moi, ma nana devrait gagner plus que moi puisqu'elle est ingénieure et moi non, mais la réalité du terrain est tout autre. C'est terrible d'avoir si peu confiance en soi, oui. Oui. C'est terrible, mais c'est logique. Bette Davis, Halle Berry, Kate Winslet, Reese Witherspoon, Hilary Swank, Sandra Bullock, toutes se sont séparées ou ont divorcé peu après avoir été récompensées. En Suède, 2 chercheurs ont constaté que parmi les candidates à une élection municipale ou législative, celles qui avaient gagné divorçaient par la suite 2 fois plus que celles qui avaient perdu. Quant aux femmes nommées à la tête d'une société, elles divorçaient beaucoup plus que les hommes ayant obtenu le même genre de promotion. Élues ou dirigeantes d'entreprise, toutes voyaient diminuer leurs chances de retrouver un partenaire, ce qui rend peu probable l'hypothèse que la rupture avec leur mari soit motivée par un afflux de nouveaux prétendants. Détail intéressant, les couples qui éclatent sont surtout ceux où la femme est beaucoup plus jeune que l'homme et où elle s'est davantage occupée des enfants. Les couples qui étaient plus égalitaires dès le départ résistent mieux, car au moment où la femme est promue, ils subissent une déstabilisation de moindre ampleur.
Une amie me confie que si elle est fixée amoureusement avec le père de ses enfants, c'est en partie parce que, comme il connaissait une réussite professionnelle éclatante, il ne risquait pas de prendre ombrage à ses succès à elle. Une autre, quittée par un musicien avec qui elle venait d'entamer une relation, me raconte au bord des larmes qu'elle pense avoir commis une erreur fatale. Elle n'a pas résisté à la tentation de lui montrer la lettre d'engagement, avec proposition de salaire, qu'elle avait reçue d'une institution prestigieuse et qui lui inspirait une fierté légitime. Non mais c'est fou ce genre de truc-là. C'est fou, je trouve. Oh, c'est Lucie Lawless, l'actrice de Xena, qui va remplacer Gina Carano. C'est cool ça. Oui, ça c'est cool par contre. Oui, c'est vrai, ça c'est cool. J'avais pas vu ça. Il n'est pas certain que cela ait joué un rôle dans la décision de cet homme de lui en préférer une autre, mais le simple fait qu'elle puisse le suspecter et donc regretter son impulsion est révélateur. Elle se demande si, pour être aimée, elle ne devrait pas dissimuler ses accomplissements et se faire passer pour moins brillante qu'elle ne l'est, si elle ne devrait pas, comme Carla Bruni sur les photos, incliner la tête pour ne pas dépasser une certaine hauteur, mais sur le plan symbolique cette fois. Et ce n'est pas de la paranoïa de sa part. Selon une étude américaine de 2006, les hommes répugnent en général à sortir avec des femmes plus intelligentes ou plus ambitieuses qu'eux. Bon, alors ça date de 2006, hein. Mais bon. Bell Hooks, elle, se réjouissait d'avoir trouvé un homme qui comprenait et approuvait ses aspirations intellectuelles, qui l'avait soutenue tout au long de ses études. Mais ce soutien, il le lui a retiré le jour où elle a obtenu son doctorat et où elle s'est vue offrir un poste dans une des meilleures universités des États-Unis. Mes ambitions lui avaient convenu aussi longtemps qu'elles n'étaient que cela, justement, des ambitions. Déçue et choquée, elle a alors eu l'impression d'être rattrapée par toutes les sinistres prophéties. Les hommes n'aiment pas les femmes intelligentes, qu'on lui avait serinées dans son enfance. Au fil du temps, elle a entendu et lu beaucoup d'histoires semblables, comme celle d'Ai Jali. Cette acupunctrice et herboriste exceptionnellement douée, chinoise d'origine coréenne, avait épousé un camarade avec qui elle faisait ses études de pharmacie. Quand, à leur arrivée à New York, elle réussit du premier coup l'examen de pharmacie et pas lui, il demanda le divorce. Il est parti en emportant les meubles et la voiture, raconte Ellie. Il me restait $3 et j'avais 3 bébés à nourrir. J'avais tellement honte d'être quittée ainsi. J'ai pensé au suicide. Bell Hooks remarque que celles qui vivent ce genre d'expérience ont tendance à s'accuser elles-mêmes plutôt que le sexisme de leurs compagnons. Elle note aussi que, souvent, de façon pernicieuse, l'entourage des femmes très investies dans leur travail semble présupposer que l'amour n'a pas ou peu d'importance dans leur vie. Les gens ne peuvent pas accepter que nous soyons aimantes et passionnées par notre travail. Ils sont incapables de voir que ces deux passions se renforcent mutuellement, et ils tentent de nier notre droit à l'amour. L'esprit critique et affûté des intellectuels, en particulier, est interprété comme de la dureté, comme une absence d'empathie, observe-t-elle. Ce déni est d'autant plus injuste qu'elles ont un grand besoin d'amour. Les femmes puissantes de toutes les races et de toutes les classes sociales sont toujours très exposées. Elles dépendent du soutien de ceux qu'elles aiment pour survivre aux violentes attaques qu'elles subissent. Elles devraient pouvoir parler sans honte de leurs aspirations, à avoir un partenaire aimant, un cercle de proches qui les soutiennent. Après, tout le monde a besoin d'amour, pas que Laurie et les femmes intelligentes, vraiment tout le monde. Mais oui, fragilité masculine dans toute sa splendeur, effectivement. Dans son roman Nobel, Sophie Fontanelle imagine l'histoire d'une écrivaine, Annette Comte, qui, au moment de recevoir le prix Nobel de littérature, se souvient de l'été de ses 10 ans. Séjournant avec ses parents à Saint-Paul-de-Vence, elle était tombée amoureuse d'un garçon de son âge, Magnus, avec qui elle avait fait les 400 coups pendant toutes les vacances. Elle avait fini par lui montrer les poèmes qu'elle écrivait. Sauf que Magnus était empressé de les offrir à une autre fille, la ravissante Magali, afin de la séduire. Quand elle l'avait découvert, Annette avait été dévastée. Une scène la montre, peu après l'incident, s'examinant dans le miroir, se comparant à Magali et doutant d'elle-même pour la première fois. La trahison de Magnus l'arrache à l'innocence de l'enfance, ce royaume où l'on peut espérer exister et aimer en dehors des rôles de genre et des limitations qu'ils imposent. Soudain, elle s'évalue elle-même selon le critère étroit de sa conformité au canon de beauté, en réduisant à néant l'ivresse que lui procurait sa virtuosité littéraire. Une pensée me glaça le dos. C'était moi le bébé. Et eux, Magnus et Magali, ils étaient déjà des grands. Elle habillée à la dernière mode, lui capable d'affreux calculs. C'était moi la gosse naïve, même pas ravissante. Pour essayer de la consoler, ses parents lui posent cette question. Si tu avais le choix, à quelle place voudrais-tu être? À celle de Magali, qui reçoit des poèmes d'un menteur? À celle de Magnus, qui ne sait pas écrire un poème? Ou à celle d'Annette, à qui un dieu a donné un don? Elle doit bien admettre qu'elle préfère sa place à elle. Et quelques décennies plus tard, elle conclut ainsi son discours devant l'Académie suédoise. Tous les grands pouvoirs ont un prix. Sauf qu'un homme qui écrit n'est jamais placé devant le même genre de choix. S'il paie un prix pour le don qu'il a reçu, ce n'est pas le prix de l'amour. Pour lui, talent et séduction sont cumulatifs. Il n'y a que pour les femmes qu'ils peuvent s'exclure mutuellement, comme Annette en a fait l'apprentissage précoce. Son fille Fontanelle ne cache pas avoir transposé dans l'enfance une déception amoureuse qu'elle venait de vivre. Si on emprunte le vocabulaire d'Eva Illouz, l'expérience réelle de mon amie avec son musicien, comme l'expérience fictive d'Annette Comte avec son Magnus, peut se résumer en ces termes. Sa position sociale a ruiné sa position sexuelle. Illouz s'attache à identifier les lignes de force qui donnent l'avantage aux hommes dans le champ amoureux.
La valeur des femmes, constate-t-elle, est encore et toujours définie en fonction de leur conformité à des critères esthétiques bien précis, d'une part, et de leur jeunesse, d'autre part. A l'inverse, la séduction des hommes s'exerce principalement à travers leur statut social, indépendamment de leur âge. Cela leur procure un triple avantage. D'abord, leur pouvoir sexuel ne s'épuise pas aussi vite que celui des femmes et augmente même avec le temps. Par ailleurs, ils ont accès à un échantillon plus important de partenaires potentiels parce qu'ils ont accès à la fois à des femmes de leur âge et à des femmes beaucoup plus jeunes. Enfin, leur pouvoir sexuel n'est pas distinct ou opposé à leur pouvoir social et les deux se renforcent mutuellement. Chez les femmes, la position sexuelle et la position sociale sont en revanche beaucoup plus susceptibles d'entrer en conflit. Donc ça vient du livre d'Eva Illouz, La fin de l'amour. Et le chapitre d'après, le paragraphe d'après, c'est érotiser l'égalité. Écoutez, de toute façon, on va s'arrêter là. Bon, là, on rentre un peu plus dans des trucs beaucoup plus militants, donc je commence à plus apprécier déjà ce qui est dit. Après, je trouve quand même que pour l'instant, c'est quand même pas mal dans la surface et dans des choses qui sont... qui apportent pas forcément de réflexion nouvelle. Après, encore une fois, et on est là-dessus souvent, très très souvent, quand on est dans les lectures militantes, il faut se demander à qui est destiné ce livre. Et je ne suis pas sûre qu'il nous soit, encore une fois, destiné à nous. Il y a aussi le fantasme trophée de la femme qui réussit au niveau sexuel, non ? Oui, aussi peut-être, mais peut-être plus en trophée et pas en partenaire durable, vu qu'on parle de couple, tu vois, voilà. Mais oui, du coup, il y a ce truc-là un peu de à qui appartient le livre, à qui est-ce qu'il est destiné, à qui est-ce qu'on aimerait faire lire ce livre. Et pour l'instant, je pense qu'il est chouette peut-être pour des personnes qui se sont pas trop posé la question, qui sont pas trop dans le militantisme pur et dur et qui se disent que y a des choses à changer dans la façon dont le couple peut fonctionner dans un système, un univers en changement. Après, encore une fois, on peut être militante ou militant de longue date et ne jamais avoir réfléchi sur le sujet. On peut aussi avoir déjà réfléchi sur le sujet et avoir besoin que quelqu'un le résume bien, et peut-être qu'elle le résume bien. Bon, je ne suis pas convaincue par cette très grande intro, ce très grand prologue qui vraiment nous plonge plus dans un truc de l'amour c'est très très cool, le couple c'est essentiel et voilà, et du coup on va voir comment est-ce qu'on peut s'accommoder de cet état-là. Je suis pas très convaincue par ça. Après, peut-être qu'il y a des personnes pour qui c'est exactement la cible et qui veulent vraiment avoir ce genre de réflexion-là. Par exemple, vous voyez, je suis en train de me demander si quelqu'un comme ma mère, enfin comme globalement nos parents, pourrait pas se sentir bien à la lecture de ce genre de trucs, et peut-être que ça leur ouvrirait les réflexions qu'il y a aujourd'hui sur quelque chose qui se faisait déjà. De toute façon, c'est des réflexions qu'il y avait déjà il y a 50, 60 ans, c'est ce qu'elle dit tout le temps. Hein. Mais peut-être que ça résume à la lueur d'autres références d'aujourd'hui, tout ce qui a été dit avant aussi. Et il ne faut pas oublier que Mona Chollet, c'est pas une jeunette non plus, Mona Chollet. Et du coup, est-ce que quelque part, ça ne s'ancre pas aussi dans son parcours à elle, quelque part, qui est peut-être plus marqué par un féminisme plus traditionnel ou traditionnaliste, même si je pense que vraiment le féminisme traditionnel ne veut pas dire grand-chose. Mais bon, écoutez, je suis semi-convaincue. Voilà, on va dire que ça s'adresse probablement plus à des personnes, Mona Chollet boomer, mais pas tout le temps. Mais elle a quand même un discours, tout ce prologue, il y a un discours très très bourgeois qui fait que ça décale un peu de ce qui se dit après. Alors que ce qui se dit après est intéressant, intelligent, et c'est bien de le lire et de le redire à nouveau. Donc... Bon, écoutez, de toute façon, on continuera la lecture de ce livre parce qu'il est intéressant et que petit à petit, on va bien trouver un peu le fil rouge, on va dire.
Et on va au moins aller jusqu'au début de la deuxième partie. On va essayer de lire tout entier, se faire petite pour être aimée. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas à quel point ça s'adresse à des gens qui ont déjà eu une réflexion là-dessus. Je sais pas à quel point ça va apprendre des trucs à ces gens-là. Encore une fois, on est quand même sur des trucs qui sont justes à l'intérieur, hein, et qui sont bien, enfin bien, j'ai l'impression. Et bon, voilà, faites-vous votre idée à vous par rapport à tout ce que je vous ai dit là. On continuera à le lire encore un peu. Ça peut être bien d'avoir un livre pour résumer les bases. À quel point est-ce que c'est réellement les bases maintenant? À quel point est-ce que c'est utile encore pour tout le monde aujourd'hui? Peut-être que c'est très utile pour plein de gens. Écoutez, voilà, ce sont des réflexions que je vous fais un peu telles que je les ai là sur le coup, mais peut-être pas à conseiller à des féministes qui ont déjà beaucoup réfléchi sur le sujet. Voilà, c'est ça que je voulais dire surtout, c'est que il y a rien, pour l'instant, il y a rien de très très nouveau. Pour l'instant, hein, encore une fois, on n'a pas lu énormément du truc, on a lu le début de la première partie finalement, puisqu'on a passé énormément de temps sur le prologue et l'introduction qui sont très très longs. Donc, mais voilà. Pour l'instant, je ne le conseillerais pas forcément à des féministes qui ont énormément, ou des militants ou des militantes, qui ont énormément réfléchi sur le sujet. Bon, bref, on continuera ça, du coup, probablement dans la semaine prochaine. Si les divorces des gagnantes d'Oscar, c'était assez nouveau. Ah oui, mais par contre, forcément, il y a des choses que j'ai pas lues ailleurs, quoi. Après, ça confirme tristement un biais qu'on connaît déjà. C'est ça surtout. Mais oui, y a forcément des éléments qu'on n'avait pas avant et qu'on a maintenant, donc c'est cool aussi. C'est vrai que c'est cool aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Dollywood, Dondeski, Nathalie, qui font des trucs. Nathalie qui a l'air d'être en plein dans une conférence, j'ai l'impression. Dondeski, je ne sais pas ce qu'elle fait exactement là tout de suite, c'est marqué discussion, et Dollywood, discussion aussi. Bon, écoutez, je ne sais pas, vers qui est-ce que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez plus aller vers Nathalie, Dondeski ou Dollywood? Pour l'instant, je n'ai que ces trois-là. Dans tous les cas, je vous fais de gros bisous. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir suivi ce live de lecture. Ça me fait vraiment plaisir d'avoir ces lectures militantes avec vous. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour moi d'échanger aussi avec vous autour de ça, de découvrir des lectures militantes ensemble. Ça me fait vraiment plaisir et je trouve que c'est très très agréable. Que dire de plus? Merci encore à toutes les personnes qui sont abonnées, qui ont lâché des bits, etc. C'est tellement important pour moi, vous pouvez pas savoir. Merci. Enfin, si vous savez, si vous achetez de la nourriture avec de l'argent, vous aussi. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pour ceux qui veulent revoir du coup ce live, il est disponible tout de suite si vous êtes abonné ou si vous êtes donateur sur Utip ou sur Tipeee. Et bien évidemment, il sera disponible un peu plus tard, du coup, sur la chaîne des replays de la nuit, si vous n'êtes pas sur ces plateformes, mais il sera disponible quand même au bout d'un moment. Et ensuite, c'est cool parce que j'ai du mal à lire avec mon TDAH, le format m'aide beaucoup. Bah ça me fait plaisir. Écoute, si ça peut en plus aider certaines personnes à lire bien, alors qu'elles n'ont pas l'habitude ou que c'est pas aussi facile que ça de lire, eh bien, ça me fait encore plus plaisir. Voilà, d'aider ces personnes-là. Bon, et bien voilà, on va aller vers Antipatriarcam, vous avez raison. Allez, hop, lançons le raid vers Antipatriarcam. Sem, mais avec dissociation, ça aide vraiment. Oui, bah écoutez, je suis très très heureuse si ça peut aider. Vraiment très 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 heureuse si ça peut aider certains et certaines d'entre vous. Merci encore d'être là, d'être aussi bienveillant. Ça me fait vraiment plaisir. Si vous voulez continuer la discussion, sachez qu'il y a un Discord aussi de la chaîne qui est disponible et sur lequel vous pouvez continuer à discuter et qui est très très chouette aussi. Voilà, je crois que j'ai plus grand chose à vous dire. Je vais vous partager le Discord quand même. Et puis, eh bien, ma foi, passez une très bonne après-midi, passez un bon week-end, et on se revoit mardi soir pour le gros live. Et je ne sais pas trop ce qu'on va faire encore mardi soir, mais on va trouver pendant ce week-end. Je suis sûre qu'il y a des choses qui vont s'éclairer dans ma tête. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. À bientôt.